Salut tout le monde, bonjour. Bienvenue chez WOM. Je parle doucement parce qu'on a une musique quand même assez tamisée, donc on va commencer comme ça. Mais, je suis ravi de faire cet événement, notamment grâce à Nalo. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être Numa et Albert, avec qui on a fait quelques épisodes et fins d'épisodes. Et voilà, et déjà je vous remercie de me soutenir depuis quand même près de 2 ans, un bon bout de temps, ouais. Plusieurs équipes que j'ai pu voir, et puis ces épisodes qu'on a fait cette année avec vous deux, c'était vraiment très cool. On va parler de retraite aujourd'hui. Alors l'objectif de ce soir, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans une retraite, ce que ça veut dire, peut-être ce qu'on va gagner ou pas. Pour ça, on a Maëva. Alors, en fait, tout à l'heure, je me suis dit, mais je connais pas son nom de famille. Je me suis dit, je suis con ou quoi? J'ai préparé ce truc-là, etc. Et en effet, je me suis rappelé de notre premier épisode où tu m'as dit, non, je donne pas trop mon nom de famille. C'est toujours le cas ou... Oui, c'est toujours le cas. D'accord. Donc, tu es Maëva de Mon Budget Bento. Voilà, exactement. Voilà. En 2 secondes, tu nous expliques ce que tu fais avec Mon Budget Bento? Oui, alors tout d'abord, c'était un livre que j'ai écrit, Mon budget sur pilote automatique. Et en fait, en complément de mon livre, j'ai créé la page Instagram Mon Budget Bento. Donc voilà, pour ceux qui connaissent ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc sur mon compte, l'idée c'est que je partage des informations, pas forcément des astuces, mais voilà, des informations que tout le monde devrait avoir sur le sujet de l'argent en général et des finances. Et de manière ultra accessible pour tout le monde. Bien, tu fais ça. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'avoir Numa la semaine dernière en live, donc c'était hyper cool. Très beau retour. Ok, bah, super. Ça veut dire il y a une bonne audience, je crois, 200 personnes. Ouais, 200 personnes. Voilà, c'est en gros ce que je fais, 40 000 et quelques abonnés. Okay. Donc voilà, une bonne communauté sympa. Très bien. Johan Lopez, que vous connaissez aussi, peut-être on a fait quelques épisodes, dont le dernier c'est sur les Lego, je crois. Hein, c'est genre le dernier, ouais. Voilà, tu sais que j'ai quand même passé... je suis passé 2-3 fois devant la grosse Ferrari en Lego là, avec mes enfants qui disaient vas-y. Moi je sais pas quoi, mais, ça coûte un bras, mais et j'avais un de mes potes qui est un fan de Ferrari qui me disait faut que tu l'achètes. J'ai résisté. Mais voilà, tu continues à en acheter des Lego ou... Ouais, de temps en temps, ouais. Donc toi tu es le fondateur de Snowball, que j'ai connu sous sa forme au début, vraiment la plus simple, qui a bien évolué quand même, hein, parce que toi, tu bossais quand on a fait le premier épisode ensemble, je crois. Encore chez qui tu étais toi avant? Chez Comet. Chez Comet, oui, exactement. Et là, tu es depuis 18 mois au moins Ouais, 2 ans. 2 ans à ton compte. Qu'est-ce qu'on a quand on paye Snowball et qu'est-ce qu'on n'a pas quand on ne paye pas Snowball notamment? Ouais, non mais un peu comme Maëva, le but c'est vraiment de démocratiser, de vulgariser l'univers de la finance, de l'économie et tout ce qui peut rentrer là-dedans. Donc ça va de comment on investit dans des actifs un peu exotiques comme les Lego jusqu'à comment on investit en bourse ou comment fonctionne l'économie. Donc le but c'est vraiment de donner un peu les clés aux lecteurs pour qu'ils puissent comprendre et faire leur propre choix. Et donc Snowball, c'est une newsletter aujourd'hui qui est gratuite ou payante. Donc là, gratuite, on est plus sur du contenu, des guides un peu approfondis sur certains sujets. Et sur la partie payante, on est plus sur des sujets d'actualité qui vont parfois un peu plus loin dans l'analyse. Donc voilà, rapidement, après il y a plein d'autres choses, mais c'est pas le but de ce soir. Mais on pourra en parler après si vous voulez, quoi. Très bien. Moi, je suis tout ça avec beaucoup d'attention. Je dirais que entre vous deux, là, il était peut-être plus technique sur certaines choses, notamment autour des univers de crypto et de choses comme ça, sur lesquelles tu aimes bien rentrer pas mal vraiment assez deep dans les détails, il me semble. En effet. Il y a peut-être que je t'invite. Ah oui, avec plaisir. Invitez-vous mutuellement. On va tous s'inviter. Voilà, Numa, toi, tu es le patron de Nalo. Laisse-moi introduire juste Nalo, parce qu'en 2 secondes, comment moi je vous ai trouvé à l'origine et pourquoi je suis si content de bosser avec vous. Je ne mets pas juste de la pommade, même si j'en mets un peu, soyons honnêtes. C'est que je recherchais vraiment j'avais entendu des podcasts américains qui parlaient de goal-based investments, donc les auditeurs les plus assidus sauront de quoi je parle, mais avec des exemples d'un type qui racontait dans un podcast, je crois que c'était chez Tim Ferriss, qui disait
à 22 ou 23 ans, il n'avait pas encore trouvé sa femme, il avait déjà payé son mariage et l'alliance, sachant que la bague de fiançailles aux États-Unis, c'est un truc, ça doit être 3 mois de salaire, enfin c'est un truc assez réglé. Et à 27, 28 ans, il avait payé les études de ses enfants, alors qu'il n'avait toujours pas trouvé sa femme, toujours pas, voilà. Et en fait, j'aime bien les côtés un peu hardcore comme ça. Je suis pas jusqu'au boutiste comme ça, mais se dire en fait, tiens, en fait, il y a des projets dans la vie qui sont récurrents ou pour d'autres qui sont fixés, quoi. Je veux dire, j'aurais pu prévoir à 20 ans, peut-être que j'aurais 2 enfants, peut-être pas 3, mais voilà, je sais que tous les étés je pars en vacances, que tous les hivers je pars en vacances aussi, et donc finalement te dire je mets, alors je crois qu'on appelle ça aussi des stratégies, des petites enveloppes ou des choses comme ça, mais je répartis bien cet argent, et à la fin, donc avec tous les éléments de vie récurrents, et voilà, et à la fin, j'ai ce que j'appelle, il appelait ça lui, enfin ce que lui appelait le guilt-free money, donc guilt c'est la culpabilité, donc j'ai l'argent que je peux claquer vraiment, parce que lui il répartissait même ses restos, ses machins, enfin, il avait tous les budgets pour tout, quoi. Le reste il en faisait ce qu'il voulait. Bah, c'est ce qu'on fait chez Nalo à la sauce française, on va dire, dans un contrat d'assurance vie, on le verra aujourd'hui dans un autre contrat. Mais on est sur de l'épargne au-delà de 2 ans, donc on va dire du moyen-long terme, et en effet on découpe l'épargne des gens, et plutôt, donc en fait dans l'ADN de Nalo, il y a beaucoup de recherches académiques sur les sciences cognitives, les sciences comportementales, la psychologie, donc on n'est pas des purs financiers. Alors il y a des purs financiers dans l'équipe, mais il y a aussi des gens qui s'intéressent à tout un tas de sujets justement sur les sciences cognitives, et on aide les gens à réfléchir différemment, donc à ne pas réfléchir par produit et par fiscalité, mais par réfléchir par objectif avec un horizon. Et donc de manière très très concrète, on fait ça à très grande échelle, c'est-à-dire qu'on pourrait faire ça avec un papier et un stylo, ça marcherait, mais comme on veut le faire pour le plus de Français possible, on a automatisé. Donc si je schématise Nalo en vraiment le parcours très très rapide, c'est on met toutes ces informations de vie, quel âge j'ai, combien d'enfants, mes revenus, mon patrimoine, mon régime matrimonial, etc. On donne une allocation cible pour chacun des projets. Donc les projets, ça peut être des choses très concrètes d'achat, je sais pas, acheter ma voiture électrique dans 2 ans, et des choses beaucoup plus long terme, comme on va en parler ce soir, la retraite. Et sur l'espace client des gens, du coup, les gens, au lieu de voir mon PEL, mon CEL, mon PEA, mon machin, où les gens ne comprennent pas ce qu'ils font de leur argent, on fait un peu le pont entre le patrimoine des gens et leur vie, et ça catch beaucoup mieux dans leur tête, et les gens sont beaucoup moins tentés de retirer de l'argent quand tu vois la photo de ta fille, ou tu vois ton projet pour sa prépa ou sa fac de médecine, peu importe. Ta femme que tu n'as pas. Ou ta femme que tu n'as pas. Exactement, ta femme que tu n'as pas. Nous, on ne va pas aussi loin que s'imaginer peut-être des nouveaux individus dans sa vie. On n'a pas encore la tête des gens, par exemple, sur nos projets. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment l'anticipation. Je crois que c'est le thème de ce soir. C'est vraiment d'anticiper pour tous ces projets, sauf les projets très court terme. On ne fait pas justement, au tout début de Nalo, en fait, on avait un petit problème. C'était un bug social. Les gens pensaient qu'on allait aussi les aider à épargner pour, là c'est bientôt Noël, pour les vacances de Noël. Et ils envoyaient des projets vacances Noël 2022. Et on s'est rendu compte que les gens pensaient gagner énormément d'argent en 3 mois. Alors, en 3 mois. Et en fait, on a un peu reframé le produit. Et maintenant, voilà, c'est de 2 ans ad vitam. Okay. C'est ce qu'on fait chez nous. Donc il faut que je prévoie que je commence à payer mes vacances pendant 2 ans, du coup, c'est un peu l'idée. Voilà. Ça. Et le but, voilà, c'est pas du tout de prendre tous les gens et de dire Nalo est pour tout le monde. Et en effet, on en parlait avec Maëva la semaine dernière dans le live, on incite les gens à d'abord sortir avec une situation financière saine, donc de rembourser leur crédit, d'avoir de l'épargne de précaution. Donc nous, on préconise d'avoir, voilà, par exemple, 1 mois de dépenses courantes sur son compte courant. Il y a des gens qui font ça comme nous, pour le compte courant, je sais pas, N26 ou Revolut, ont des vaults, ont des coffres, en fait, vous segmentez votre épargne. Et ça, c'est pour les choses court terme, c'est pas rémunérateur, ça reste dormant et on perd de l'argent avec l'inflation. Donc j'ai moi aussi ma compte N26 où je fais ça, et pour l'épargne, après 2 ans, on a Nalo. Et voilà, et le projet plus long terme qu'on est aujourd'hui, c'est la retraite. Albert, dans toi, que j'ai reçu aussi, toi, tu es le Chief Investment Officer, non, comment on appelle ça? Tu es quoi? C'est toute la partie client, toutes les personnes qui s'intéressent à épargner leur argent de la manière que Nouma a exposé. Et moi, j'étais en banque privée en fait avant. Et lorsque j'ai découvert les 2 fondateurs qui ont créé Nalo à la base et qu'ils ont expliqué ce qu'ils voulaient faire, ils avaient vu aux États-Unis, tu parlais de podcasts américains sur le sujet du goal-based investing. En fait, il y a des boîtes aux États-Unis
qui ont fait ce qu'on fait aujourd'hui depuis 2008 à peu près, Betterment, West Front, etc. Et je me suis tout de suite dit, en fait, c'est la bonne formule pour investir son argent, qu'on soit modestement épargnant ou même extrêmement fortuné. Parce qu'en fait, c'est juste une question de zéro, hein. Mais en fait, investir son argent, c'est avec la même lecture qu'il faut le faire, quel que soit le patrimoine qu'on a. Et en effet, il faut surtout anticiper. Ça, c'est vraiment la règle quasiment dans tout dans la vie. Et pas se trouver pied au mur et à se dire, zut, je vais pas pouvoir payer la prépa de mon fils ou je vais pas pouvoir acheter ma résidence principale parce qu'en fait, j'ai tout dépensé avant et j'ai pas mis de côté intelligemment. Ou pire, j'ai fait des investissements que je pensais très magiques et très recettes magiques. Et en fait, je me suis complètement planté. Donc, voilà. Sachant qu'il y a finalement un peu deux stratégies là-dessus. Il y a ceux qui, notamment aux États-Unis, sont très forts, mais qui vont emprunter pour les études, emprunter pour tout le temps, et donc qui vont, du coup, à qui ça va coûter plus cher, et ceux qui vont plutôt placer en amont, et à qui ça devrait, s'ils ont bien placé, coûter moins cher. C'est un peu l'idée quand même de tout ça. Ok, donc l'histoire de ce soir, c'est vraiment les retraites. On va parler notamment, et vous me faites l'honneur d'annoncer ça ici, mais un peu en off, on va dire. Donc pour ceux qui sont à fond sur les réseaux sociaux et tout, si vous vouliez bien ne pas mentionner le PER, c'est pas que je me fasse déboîter par nos amis, hein. Par Ophélie. Et tu étais là, je te cherchais. Non, l'idée c'est que voilà, Nalo va lancer un PER et vous le lancez officiellement la semaine prochaine, c'est ça, voilà, 10 jours. C'est une question de jours à partir entre le 6 et le 10. Voilà, et donc on va parler de ça rapidement et surtout aussi des stratégies de chacun au-delà de ça. C'est vrai que le PER, moi je voudrais en parler un peu avec toi parce que plusieurs fois dans la martingale, c'est revenu comme un peu le produit magique de la retraite, de la défisque, etc., etc. Et puis plusieurs fois aussi, ça revient comme oui, mais ça marche pas pour tout le monde, donc j'aimerais bien un peu comprendre ça. Et puis après, voir aussi vos autres produits magiques, au-delà des Lego, pour la retraite. Ça te va? Ouais, carrément. Qu'est-ce que vous ferez demain? Demain, j'ai un rendez-vous important à 11h. Et après-demain? Après-demain, c'est mercredi, j'ai une grosse journée. Qu'est-ce que vous ferez dans un mois? Dans un mois, on a prévu de prendre une semaine de vacances, tous les trois. Et dans un an? Dans un an, j'aimerais bien avoir un autre enfant. Et dans 5 ans? Dans 5 ans... Dans 10 ans? Dans 30 ans? Je sais pas... Le lendemain de cette discussion avec son assureur, Pauline souscrivit auprès de lui un plan épargne-retraite. Le 30 janvier 2018, elle s'arrêta de travailler et profita de son plan épargne-retraite. Elle vit maintenant en Bretagne. Ouais, on voulait vous montrer la vidéo, alors déjà parce qu'elle est sympa, ça me rappelle... Alors je suis né en 88, la vidéo date de 88, donc j'espère que Pauline coule des vieux jours en Bretagne depuis 2018, tranquillement. Et je te préviens, si c'est Pauline que tu kiffes, elle a un peu vieilli. Hein, non, j'espère qu'elle a abouti à son projet retraite. Et en effet, les plans d'épargne retraite, alors je ne vais pas vous faire l'historique du tout, hein, c'est pas la thématique, mais la retraite en France existe depuis 4 siècles en vérité. Ça a été, on va dire, si on prend l'ancêtre, ça a été inventé par Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV, et c'était au début dédié à des petites corporations, donc la Marine nationale, les danseurs de l'Opéra de Paris, les militaires. Ensuite, ça a été, on va dire, amené à des corporations et des entreprises plutôt paternalistes comme les cheminots, les mineurs. Ensuite, après la libération et la création de la sécurité sociale et la création de républiques, on va dire sociales, on y a mis en place un système de sécurité et de retraite pour tout le monde par répartition. Et puis, avec Baby Boom et tout ce qu'on connaît, un système par répartition un peu à bout de souffle. Et donc, en fait, en vérité, Pauline, dans les années 80 à 88, c'était le début des PER. En fait, le PER, on connaît celui de Fillon en 2003, mais les tout débuts, par classe de métier pour les fonctionnaires, ont existé depuis les années 90. Et on voulait vous montrer Pauline, parce que je pense que c'est l'archétype de la primo-investisseur. C'est-à-dire, on voit qu'elle a une certaine angoisse, et plus on va, avec un horizon long terme, plus elle est frustrée, angoissée de ne pas savoir vraiment ce qu'elle va faire de son argent et de ne pas connaître ses projets.
nous, c'est le cas de tous les épargnants qui viennent nous parler, c'est-à-dire qu'ils ont un peu peur de ne pas savoir quoi faire de leur argent et de justement ne pas le découper par projet. Et ça vient, et je pense que c'est le sujet aussi de Yoann et Maëva, ça vient de deux choses, on pense chez Nalo. Pardon. Ça vient du manque d'éducation financière des Français, et en général des Européens, où en fait on n'a pas de cours tout simplement de finance, on n'a pas de cours de finance personnelle, d'investissement. Ça c'est le premier point, et ça vient, comme on n'a pas ça, aussi c'est très compliqué d'avoir une autodiscipline. Quand on n'est pas calé sur un sujet, de s'y mettre tout seul et d'amener un changement, pour le cerveau c'est très complexe, et donc il n'y a pas on va dire, émancipation sur ces sujets-là. Donc Pauline, elle représente bien, on va dire, l'investisseur moyen, il n'y a rien de péjoratif à ça, mais qui veut se mettre à l'investissement et qui panique un petit peu entre son patrimoine et ses projets. Donc voilà, le but c'est pas de faire ni un cours d'histoire sur le PER, ni des projets de Pauline, mais c'est pour montrer que nous, des gens comme Pauline, on en parle à l'équipe d'Albert tous les jours, et il y a une certaine angoisse à passer, on va dire, à la première étape face à une vraiment pléthore d'enveloppes fiscales, de produits, de types de livrets, alors qu'en vérité c'est une méthodologie par laquelle il faut commencer, et je pense qu'il faut commencer par la pédagogie. Je pense que c'est ce que font très bien Maëva et Yoann, c'est-à-dire reprendre les bases d'un investissement sans stresser et pas se précipiter sur, en général les gens quand ils se mettent à cette matière, ils regardent les performances, c'est à peu près le seul truc qu'ils veulent, et surtout sur du très court terme, alors qu'il faut un petit peu revenir aux fondamentaux de l'investissement, chez qui, pour Nalo, mais je pense que c'est le cas aussi de nos invités, on voit ça. Alors nous, on fait de la gestion passive, avec des trackers, des choses pas chères, et qui sont là pour aider l'épargnant sur le très long terme, mais au-delà des produits purs, la stratégie, il faut que ça soit quelque chose justement de très long terme et de très anticipé. Et donc je pense que Yoann, à tes auditeurs et ta communauté, c'est ce que tu prêches depuis le début, quoi. Oui, bah oui, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein, c'est, le plus dur dans l'investissement, c'est vraiment comme le sport. Hein, c'est déjà de s'y mettre, et deux, de savoir qu'en fait, en s'y mettant, il va y avoir des effets. Vu qu'ils ne sont pas instantanés, bah, on a du mal à voir l'effet direct, et donc du coup, on a du mal à tenir. Donc je pense qu'une fois qu'on a mis en place des routines et qu'on automatise, et c'est ça que j'aime bien avec des outils comme Nalo, ou tout ce qui est robo-advisor, tout ça, c'est qu'en fait, une fois que tu as mis en place tes investissements, bah, tu t'en soucies pas, en fait, et ça tourne tout seul, et en fait, tu crées ta routine comme ça, automatisée. Et le plus dur, c'est de tenir sur du très long terme. C'est les intérêts composés, c'est que voilà, sur 5 ans, bah, ça fera 10 000 euros, mais sur 45 ans, ça fera peut-être 500 000, 1 million, quoi. Donc, c'est de tenir sur le long terme, c'est plus dur. Clairement. Mais c'est le premier conseil pour tout le monde, en effet. Nalo ou n'importe qui, hein, vous soyez la Société Générale, BNP ou peu importe, la force des versements programmés, que ce soit pour l'épargne de retraite ou pour vos autres projets de vie, je pense que c'est le premier bon comportement à mettre en place. Les gens souvent, moi j'ai un petit frère qui a 19 ans, qui est entré à la fac, et à qui j'ai un peu appris l'investissement de base, et il me dit 50 euros par mois, ça sert à rien en fait. Je lui ai montré avec une jolie petite courbe que 50 euros par mois, à mon âge, il aura beaucoup plus d'argent que moi, que je ne me suis pas du tout mis à ça quand j'étais jeune. Et c'est vrai que le concept de base des intérêts composés, c'est-à-dire la performance qu'on conserve dans une enveloppe pour elle-même faire de la performance, donc finalement cette boule de neige qui a donné le nom de Snowball, clairement, c'est le premier comportement, et c'est juste un comportement vraiment, c'est juste apprendre à son cerveau à mettre ça en place et à s'y tenir. Ça, c'est la première chose. Et c'est ce qui est bizarre, c'est ce qui est très simple intellectuellement. C'est-à-dire, le but, c'est pas d'acheter sur les marchés au plus bas, de revendre au plus haut, de regarder ses écrans comme un trader toute la journée. C'est juste mettre en place 50, 70, qu'on peut tous les mois. Et sur les 30, 40, 50 prochaines années, va faire quelque chose d'assez conséquent. C'est attribué à Einstein de temps en temps, mais c'est pas sûr, hein, les intérêts composés. Compound interest en anglais. Il aurait dit la force. La 8e merveille. La 8e merveille du monde. Ouais, il y a plusieurs versions de ce qu'il aurait dit. C'est possible, on ne sait pas si c'est lui, mais en effet, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est exponentiel. Et alors, on est sûr que c'est croissant, mais en fait, l'argent, c'est très puissant. Quand on a entre les mains et qu'on en fait des bonnes choses, et notamment quand on met en place des versements programmés, on voit la puissance au bout justement de 5-10 ans.
Et c'est possible que ce soit... Ça marche en dehors de la finance, les intérêts composés, tu sais ça ou pas? Oui, lui, ça tel marche. lui Naval ou quoi, hein, qui disait en gros que si tu fais le bien aussi, et si tu vas attirer, et que tu fais bien ton travail, pas que être gentil, etc., mais en fait tu vas attirer de la confiance autour de toi. Et que Warren Buffett, par exemple, ils sont sur des intérêts composés évidemment financiers, mais aussi sur tout ce qui va autour, quoi. Oui, les gens d'intérêts composés dans les relations, et c'est Naval qui parle de ça, dans tous les aspects de la vie, dans les relations humaines, dans son travail, dans la force qu'on met dans son travail, et dans la finance. En effet, ce sont, si on devait représenter ça par un graphique, je pense qu'il y aurait, par un histogramme, il y aurait à peu près un histogramme plat pendant 50 séquences, et à un moment donné, ça commence à grossir. Ça s'appelle une exponentielle, et ça marche en finance, et ça marche en effet dans les relations humaines. On ne se connaissait pas il y a 3 ans, et c'est juste en se parlant petit à petit qu'on a bâti cette confiance-là. Et donc c'est vrai que c'est bien de le rappeler, c'est une philosophie, et c'est pour ça que si on prend un peu de recul, c'est aussi pour ça que chez Nalo, on ne parle pas que de finance, et parfois les gens sont surpris, nos clients, mais on parle aussi beaucoup de psychologie de l'investisseur et de sciences cognitives. Et pour apprendre à son cerveau vraiment à se défaire de ces mauvais comportements. Mais on va exploser le timing là, je suis en train de me rendre compte, mais c'est c'est ce qui m'a aussi tant plu dans le goal-based investment, c'est qu'en fait tu ne penses pas ta finance, comme tu l'as dit, avec l'argent, le volume d'argent que tu as dans ton PER, ce qui n'a aucun sens, mais plus de se dire en fait je veux de l'argent pour ça et ça dans ma vie. Et tu peux en rajouter, mais tu penses projet. Et c'est vraiment une approche totalement différente. En fait, avant, moi, quand j'avais pas découvert ça, je me disais juste, tiens, combien j'ai sur mon compte. Mais tu vois, le paradigme n'est pas du tout le même. Moi, je pense vraiment que c'est quelque chose de passionnant. Clairement. Si on entre dans un projet, alors je sais pas si on va rentrer vraiment directement dans des maths très compliquées, mais peut-être, alors je sais pas si Albert tu veux dire un mot sur ça avant. Alors ça reste quand même très simple, moi je peux juste vous dire en 2 mots que la retraite, c'est toujours bon de le rappeler, là on va pas refaire l'historique, mais la retraite aujourd'hui en France c'est ce que vous avez à droite, c'est-à-dire vous avez un régime de base pour lequel vous cotisez, que vous soyez salarié, cadre, pas cadre, que vous soyez freelance, fonctionnaire, peu importe, il y a un régime de base, il y a un régime qui est chômeur. Est-ce que tu cotises? Tu cotises pour la partie, tu cotises sur la partie de base. Et complémentaire aussi, la seule différence c'est que c'est aussi par corporation ou par métier ou par industrie. Il y a des régimes complémentaires pour les salariés, pour les agriculteurs, pour les fonctionnaires. Je pense que tout le monde a en tête le régime pour les salariés et les non-salariés, les salariés et les non-salariés qui est l'Agirc et l'Arco. Et souvent ces 2 blocs représentent donc 100% de votre retraite si vous faites rien d'autre. Et les régimes complémentaires représentent un plus gros bloc. Je ne sais pas si j'ai... moi, je crois que j'ai fait justement les maths, une petite retraite. Il y a 70% qui venaient de la partie complémentaire. Okay. La partie du dessus, ce sont les plans d'épargne retraite que vous avez dans les entreprises. Je sais pas, exemple, moi j'étais salarié de Société Générale avant Nalo. J'ai découvert en fait en creusant sur un site que j'avais ce qu'on dit un PERCO, donc un plan d'épargne retraite collective. Et ensuite vient par-dessus vraiment la partie complémentaire. En bleu, le PER individuel, c'est vous-même qui placez votre argent par des versements individuels et dans votre compte à vous, et qui vient compléter tout ça. Donc on va en parler de l'intérêt du PER, est-ce qu'il y a d'autres choses pour préparer sa retraite, et la formule, alors elle est très simple, je ne sais pas si Albert tu veux dire 2 mots sur juste comment on calcule la retraite. Mais... Vas-y. Ça marche pour pareil tout le monde, pour tout le monde pareil, pardon. Vous prenez votre revenu. Pareil, sur le XXe siècle, ça a beaucoup changé. Évidemment, l'État s'est arrangé pour augmenter ou vider ses caisses quand ils en avaient trop. Aujourd'hui, c'est la moyenne des 25 meilleures années. Donc, je ne sais pas si je gagne 2500 € par mois aujourd'hui, mais avant, j'étais au SMIC. À la retraite, on va faire une moyenne des 25 dernières années. Ça n'a pas toujours été le cas. Après la libération, c'était les 10 dernières années. Puis après, c'était les 10 meilleures années. Puis pour les freelances, c'est les 6, je crois, derniers mois. Enfin bref. C'est différent. Pour les salariés cadres, aujourd'hui, c'est les 25 meilleures années que vous multipliez par un taux qui est entre 37,5% et 50%. C'est 50% de base et ce taux diminue si vous n'avez pas cotisé le bon nombre de trimestres. Et justement, ce nombre de trimestres, il est calculé par, en gros, tous les trimestres sur lesquels vous avez travaillé, divisé par le nombre de trimestres duquel vous auriez dû travailler. Donc, c'est très simple pour un salarié.
il faut travailler 172 trimestres, c'est-à-dire 43 ans, pour bénéficier d'une retraite à 100%. Si vous travaillez moins, forcément le ratio sera inférieur à 1 et ça va même jouer à la fois sur le ratio et sur le taux. Et donc on voit très bien que un principe de base, si je travaille tous mes trimestres, donc je travaille pendant 43 ans, j'ai 50% de taux déjà, donc je ne vais pas au-delà. Et si je gagne en moyenne, je sais pas, 2500 € sur mes 25 meilleures années, ma retraite sera de 1250. Même si, je sais pas, on est d'accord. Ça reste quand même des multiplications, mais ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, ce système de 25 meilleures années, ça va pas forcément évidemment dans notre sens. Si je gagne même 200 000 € à la fin de mes 5 dernières années, et on va prendre les fois où j'étais au SMIC. Et donc très vite, ça peut venir compresser mon niveau de retraite, et on peut se retrouver avec un niveau de retraite très très bas. Donc je ne sais pas si vous avez fait les maths, toi Mathieu, tu allais voir combien tu allais retoucher à la retraite. C'est moi qui l'ai fait. Ouais, on a... Moi j'étais assez surpris, assez petit. En fait, parce que si vous voulez, si vous n'avez rien compris, vous allez sur, peut-être, je ne sais pas si vous connaissez info-retraite.fr. Moi je ne connaissais pas jusqu'à hier. Et donc voilà, et en effet, là vous pouvez être un peu surpris aussi. Toi tu as été surpris, je crois. Ouais, je les ai là, si je pars à 62 ans, donc l'âge légal, j'aurai 1640 € brut. Parce que j'ai commencé un peu tard, moi j'ai commencé à bosser à 27 ans, donc j'aimais bien les études. Et sinon, 66 ans, j'aurais 2200 brut. Donc, donc ils ont calculé par rapport à ce que j'ai fait avant, et ils ont fait une projection en fait. Donc ils n'ont pas pris en compte peut-être que mon salaire va augmenter tout ça, mais quand même, j'étais pas un salaire... Tu as une option pour mettre en fait la courbe que tu veux. Est-ce que tu veux, si tu sais que tu es en début de carrière et que ça va augmenter, tu peux changer. Et pour les personnes par exemple qui sont dans des métiers où elles savent que en gros, des toutes petites augmentations, tu peux mettre la même chose. Tu peux quand même un peu faire jouer l'estimation. Mais c'est vrai que dans tous les cas, en fait, ce qui sera plus choquant, c'est que même si ton salaire il a augmenté comme ça, mais ça va être la moyenne. Oui, c'est une moyenne. Donc en fait, la chute, elle sera énorme entre le dernier salaire touché et le premier versement de la retraite. Et surtout que, alors pareil, on va pas vous donner trop de chiffres, c'est pas le but non plus de faire un cours, mais ce qui est important, c'est la colonne de gauche. On a regardé le taux de remplacement. Donc le taux de remplacement, c'est simplement la pension de retraite, donc combien je touche par mois ou par an lorsque je suis à la retraite, divisé par mon salaire juste avant la retraite. Donc si mon dernier salaire, justement, c'était, je gagne très bien, je sais pas, 4 000 €, et que ma pension de retraite, c'est 1 000 €, mon taux de remplacement est de 25%. Donc c'est la différence entre ton dernier salaire et ton premier salaire de retraité. La différence, c'est 1 €, et en ratio, ça te fait un pourcentage. Okay. Et ce pourcentage est en train de baisser. Alors, j'ai pas mis les années 2000, mais il baisse encore plus. Les gens nés dans les années 70, ils avaient un taux de remplacement de quasiment 70%. Et les personnes nées dans les années 80, c'est 65%. Les personnes nées dans les années 2000, mon petit frère, je ne l'ai pas montré pour ne pas lui faire trop peur, mais c'était 60%, et c'est en train de baisser. Donc les gens gagnent de moins en moins de sous. Et en fait, on voit qu'avec un système où il y aura de moins en moins d'actifs par salarié, et avec un taux de remplacement de plus en plus faible, il faut justement s'intéresser à la poche du dessus. Alors pas forcément le PER individuel, on va en parler, c'est une solution parmi tant d'autres, mais au moins commencer à investir pour ce projet-là. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des Lego, ça peut être aussi d'autres choses, mais je pense qu'on va parler aussi de choses qui sont défiscalisantes pour les gens ici. Mais en tout cas, s'intéresser à la retraite pour se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de gagner 25% ou 50% de moins sur mon dernier salaire? Mais surtout, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'est-ce que ça veut dire de gagner 25% de moins. En gros, c'est toutes tes vacances, toute ton épargne. En gros, tu fais plus que tes factures. Oui, on a du mal à se le figurer. Et en effet, c'est même souvent 50% de moins, parce que si on regarde la formule, c'est quand même 50% des 25 dernières années. Donc en clair, la moyenne des femmes en France, la retraite des femmes, c'est un peu moins de 1 000 €. Donc c'est 980 €. Et la moyenne pour les hommes, c'est un peu plus de 1000, je crois que c'est 1100 et quelques. Donc ça, c'est la moyenne, évidemment, il y a des gens au-dessus et en dessous. Mais avec 1100 € pour un homme et 900 pour une femme, en gros 1000 €, est-ce qu'on se fait autant plaisir qu'on voudrait à 60 ans? Je pense pas. Et surtout que c'est qu'on n'aura pas 60 ans. Voilà. C'est qu'on aura soit beaucoup plus, soit on s'y est mis très tôt.
Et je crois que tu avais reçu, Mathieu, des gens à la Martingale, le mouvement FIRE, pour avoir une retraite très très en avance et être à la retraite à 40 ans. Mais c'est vrai que si on s'y met tôt, quand on anticipe, on peut tout à fait prendre une retraite alors peut-être pas 40, mais 45, 50, etc. C'est tout à fait possible. Et surtout que ça va aussi avec l'allongement de la durée de la vie. La génération de nos parents, de nos grands-parents, la retraite, c'était vraiment un long fleuve, un gros bloc monolithique où en fait on allait à la retraite, c'était l'hospice et il se passait plus grand-chose. Aujourd'hui, je pense que les gens dans cette salle, en moyenne, pareil, sont à un niveau de santé qui est un peu meilleur que celle de nos grands-parents. Et si on part même à 65, 67 ans, on aura un niveau de forme où, a priori, on ne va pas directement aller à l'EHPAD, on pourra faire des trucs dans notre vie. Donc, d'où l'importance. Et donc, c'est pas avec 50% de son salaire qu'on va faire quelque chose. On avait pris des exemples de différentes personnes aussi, juste pour que vous vous rendiez compte, on va pas tous les faire, hein, mais un peu de ce que ça représente en fonction de la situation professionnelle et patrimoniale des gens. Peut-être que celle-là c'est la pire, Albert, je sais pas si tu veux la commenter. Ouais, je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est que souvent on pense à la retraite comme étant, évidemment c'est plus sympa de penser à la retraite comme étant un moment très sympa, mais il y en a qui partent à la retraite et puis 5 ans après ils sont en totale dépendance et donc il leur faut beaucoup d'argent pour ne pas vivre une dépendance trop triste. Donc c'est clair qu'avec, tu disais, donc 980 € pour les femmes, 1100 € pour les hommes. Encore, si on vit tout seul ou qu'on est très très sobre, et comme on est à l'époque de la sobriété, hein, comme nous a dit notre cher président, on pourrait se dire, bon, à limite, j'ai ma résidence principale, j'ai pas de crédit, j'ai rien, je m'achète pas d'habits, je mange juste, en gros, 1100 € tout seul, ça peut le faire, tu vois. Ouais. Mais il faut pas oublier qu'il y a autant d'imprévus à la retraite qu'on en a durant la vie active, hein, finalement. Et deuxième point, la retraite par répartition, clairement, c'est terminé. Il faut vraiment se mettre en tête que c'est fini. Parce qu'il y a, je sais pas, peut-être 30 ou 40 ans, il y avait 5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,4 pour un retraité. Et je pense pas qu'en France, les familles vont refaire 8 enfants, quoi. On est plutôt à une moyenne, je crois, de taux de natalité de 2. Enfin bon, en gros, on ne fait que renouveler la génération de ses propres parents, quoi. 2. Donc clairement, la retraite par répartition, c'est fini. D'ailleurs, il y a même des pays qui ont arrêté ce système-là. Au Chili, notamment, il y a 15 ou 20 ans. Donc il faut bien se mettre en tête. Maintenant, je fais de la retraite par capitalisation, je fais tout seul. Et si j'ai 980 € ou 1100 €, ce sera le bonus, quoi. Il faut dire, il n'y aura rien. Et là, donc, on a pris quelques exemples, en effet, qui peuvent faire alors, un peu mal. Quand on gagne en micro-entrepreneur, donc seul, quand on bosse freelance, à 5 000 € net par mois et qu'à la retraite, on va avoir 787 €, on se dit qu'il y a quand même un problème, quoi. Et en fait, on s'est habitué, surtout, il y a un truc patrimonialement, ou même humainement, quand on s'est habitué à un standing de vie, c'est très très dur de le redescendre, même si on se dit oui, mais à la retraite, j'aurai plus mes enfants, donc bon, à limite, je peux vivre un peu plus sobrement. Non, quand on s'est habitué à 25 ans, 30 ans, 40 ans de vie plutôt confortable, c'est très très dur de passer de 5000 à 787. Quoi. La différence entre Anne-Marie et le premier qu'on a vu qui gagnait 4700, c'est qu'elle est micro-entrepreneur. Ouais, exactement. Et donc elle a, elle a quasiment pas de cotisation de retraite, etc. Et donc il faut d'autant plus qu'elle mette de côté par elle-même. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des exemples typiques qui montrent que, en plus, avec le régime du PER, pour revenir sur cette enveloppe, qui est une bonne enveloppe pour certains. Alors oui, tu disais tout à l'heure, on sait que justement, c'est pas fait pour tout le monde, parce qu'il faut savoir que l'argent qu'on verse dans son PER, certes, on est défiscalisé à l'entrée, mais à la retraite, on est fiscalisé dessus. Normalement, on est plutôt fiscalisé sur la plus-value qu'on sort d'un investissement. Là, vous êtes aussi fiscalisé sur le capital, parce que ce capital que vous avez versé, vous l'avez déduit de votre revenu imposable en 2022. Donc l'État, il vous dit, ok, tu ne payes pas d'impôt aujourd'hui, mais tu en paieras quand même un petit peu plus tard. Donc il ne faut pas oublier ça, on est vraiment
Donc il faut bien avoir. Il y a des possibilités d'exit si tu achètes une résidence principale, c'est ça? Oui, voilà. Alors oui, autre chose, c'est bloqué jusqu'à la retraite. La seule exit joyeuse, on va dire, c'est l'acquisition de sa résidence principale. Les autres exits, on n'a pas trop envie de les avoir parce que c'est handicap, etc. C'est pas très drôle. Comme pour toutes les enveloppes. Comme toutes les enveloppes un peu bloquées. Voilà, c'est en gros quand on est à la Des mauvaises nouvelles. Voilà, Que des mauvaises nouvelles. on peut sortir, mais sinon... Et donc, en effet, comme tu disais, c'est pas forcément pour tout le monde. Et pourquoi j'expliquais ce système de défiscal à l'entrée et fiscalité à la sortie? Parce que, en fait, ça veut dire que l'année où vous versez de l'argent dans votre PER, il faut plutôt que votre taux fiscal d'impôt sur le revenu soit plus élevé qu'à la retraite. Parce que si vous versez, je sais pas, des sous, par exemple en 2022, et que vous avez une tranche marginale d'imposition de 15, et qu'à la retraite, pour une raison qu'on ne connaît pas aujourd'hui, vous êtes à 30, là c'est le massacre. Ouais. Donc c'est plutôt le but, c'est de verser aujourd'hui, parce que vous dites à la retraite, normalement j'aurai un taux marginal d'imposition plus faible ou égal. Jusqu'à égal, donc c'est pour ça que la règle un peu, c'est tranche marginale en dessous de 30%, c'est pas hyper pertinent, ça l'est même pas du tout. Oui. Et pareil, faut faire attention, et là on a mis plusieurs exemples entre il est plutôt célibataires, pas d'enfants. Lui plutôt on se dit qu'il va bien, c'est-à-dire en effet salarié cadre qui gagne 4 800 €, qui gagne 3 200, bon je pense que c'est l'impact le plus faible, mais si on regarde même un dentiste en libéral, passer de 7 700, bon c'est confortable. À 2370, on divise par 3. Il n'a pas le même rythme de vie, et je crois qu'on a mis un fonctionnaire à la fin. Ce moment où tu réalises que tu as été employé 3 ans dans ta vie et que... Pour lequel ça va. Mais le pire en effet, c'est les régimes libéraux et de micro-entreprises, Ouais, là, les entrepreneurs. Tout ce qui est profession libérale, les avocats, tout ça, là, il faut vraiment qu'ils commencent à se faire leur retraite par eux-mêmes. Et on a pris un peu des exemples familiaux. C'est pas simple, pardon, parce que les médecins peut-être, mais tu prends des avocats, des archis, des choses. En fait, souvent en début de carrière, ils ont du mal à avoir du business en plus. Donc, en plus. Se mettre à cotiser très tôt, je sais pas. Toi qui es free depuis toujours, ça marche mieux maintenant que... Je suis free depuis 15 ans, j'ai commencé à cotiser il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais, voilà. Tant que ça se fasse aussi dans ma tête. Ouais. C'est pas le premier réflexe. Et donc on a pris différents exemples de situations personnelles, marié-enfant, célibataire-enfant, célibataire pas d'enfant, parce qu'il ne faut pas oublier que son taux marginal d'imposition dépend du nombre de parts. Vous savez peut-être tous, bon. Donc peut-être que quelqu'un qui gagne 200 000 € par an, mais qui a 10 enfants, il n'aura pas d'impôt. Ça fonctionne pas comme ça. Non mais oui, c'est donc il y a tout un tas de choses qui fait qu'il faut faire attention que quand on verse, c'est cette histoire de ah oui, je suis défiscalisé aujourd'hui, mais je suis refiscalisé à la fin. Enfin, je suis fiscalisé. C'est optionnel la défisque qu'on peut choisir. Oui, on peut tout à fait choisir, en effet. Mais là, dans ces cas-là, je vois pas trop l'intérêt. Parce que il y a des personnes aussi, pour elles, c'est une question de discipline. Oui, alors pour ça, oui, tout à fait. Je sais que je vais c'est bloqué. Bien bloqué, je vais pas y toucher. Ou, parce que même, il y a des personnes, moi je pense qu'aujourd'hui, avec le fait qu'on puisse sortir pour la résidence principale, d'ailleurs je pense que ça a été inventé pour les quarantenaires qui divorcent et qui ont besoin d'acheter chacun de leur côté. C'est de se dire aussi, par exemple, pour des personnes qui ne sont pas du tout disciplinées, de verser sur le PER et de se dire, je sais que cet argent-là, je ne peux pas le ressortir. Mais par contre, quand je vais acheter ma résidence principale, et du coup, je vais sortir cet argent et je sais que je ne vais jamais me dire, j'ai envie d'aller à Bali là. Ouais, c'est vraiment Fort Knox, quoi. Tu te dis, en fait, finalement, si je le mets là-dedans, après, c'est mort, j'y touche plus. Ça peut être une raison, en effet. Nous, on est beaucoup sur ça, sur les biais cognitifs. Et donc, c'est vrai que le fait que ce soit bloqué, moi, je sais que je fais partie de ces personnes. Il faut que ça soit dans un coffre et que ça soit bloqué pour me forcer à faire de l'épargne. Après, il faut que chacun se connaisse. Il y en a où ils auraient souci pour, par exemple, mettre sur l'assurance vie. Sur l'assurance vie, on peut sortir à tout moment. En 3 jours, on a les sous. Souvent, les gens pensent que l'assurance vie, c'est bloqué. C'est pas vrai. Les fameux 8 ans d'assurance vie, c'est juste qu'il y a une fiscalité qui est différente. Mais je peux ouvrir mon contrat d'assurance vie aujourd'hui et 3 jours après, reprendre mes sous. Certains ne le font pas et justement n'ont pas besoin de ce blocage. Le PER, pour vous décrire vraiment dans les grandes lignes le fonctionnement, et après peut-être qu'on verra, je crois qu'on a mis une slide dessus, mais je vous la mettrai après pour pas que vous regardiez parce qu'il y a trop de chiffres.
Sinon, on va se perdre dedans. Donc, je vous ai expliqué les grandes lignes à l'oral. Mais le PER, c'est un plan qui a été créé pour la préparation de la retraite par l'État, justement pour prendre le relais sur les dispositifs de base et complémentaires. Il y en a dans l'entreprise, il y en a chez des courtiers et des banques traditionnelles, avec des versements volontaires. Donc, c'est moi qui vais décider de ouvrir un PER, mettre, je ne sais pas, 100, 300, 200 euros dessus. Et combien on peut mettre et à quel point c'est intéressant? En fait, c'est intéressant puisque le versement va être défiscalisé de votre revenu imposable. Donc, enfin, va être déduit de votre revenu imposable. Donc, c'est la différence entre la déduction et la réduction d'impôt, effectivement. Donc là, comment ça marche? C'est que je vais verser dans mon PER, je ne sais pas, 10 000 euros. Et combien ça va me faire gagner d'impôt? En fait, il faut multiplier ces 10 000 euros par mon taux marginal d'imposition. Je rappelle à tout le monde, le taux marginal d'imposition, c'est la dernière tranche d'imposition. Donc les impôts fonctionnent par tranche. La tranche à 11%, à 30%, à 41%, à 45%. Et la plus haute, sur laquelle je tape, en fonction de mon revenu, s'appelle la TMI, la tranche marginale d'imposition. Et quand je verse dans mon PER 10 000 euros, si je suis dans la tranche à 30%, en fait, je vais économiser ces 10 000 fois les 30%. Donc, je vais économiser 3 000 euros d'impôt. C'est comme ça que fonctionne le PER. Et maintenant, c'est ça que tu payes à la fin, quand même. Alors, et à la fin, ben, en fait, je vais payer en fonction de ma tranche à la retraite. Sur ces 10 000 euros. Tu gagnes tellement plus rien à la retraite que du coup, tu peux te retrouver soit non imposable, soit franchable. Voilà, la plupart des temps, la plupart des gens vont avoir leurs impôts baissés. Mais je peux aussi galérer toute ma vie, galérer en termes financiers, je veux dire, et exploser à 65 ans, millionnaire. Et en fait, ma tranche là, bon après, c'est plus un souci. Quand on est millionnaire, je pense que la tranche marginale d'imposition sur le PER que tu as mis à 20 ans, c'est pas grave. Mais la plupart des gens, en moyenne, en effet, vont voir leurs impôts baisser. Donc le pari, c'est aujourd'hui, je mets dans mon PER, je ne paye pas d'impôts. Et c'est un pari sur mon taux d'imposition futur. Et je parie que, comme la moyenne des Français, il va baisser. Et combien je peux mettre dans mon PER? Il y a un plafond qui est déterminé par l'État. Et ce plafond, alors je la fais très rapide pour ne pas vous broyer le cerveau. Je vais prendre, on va regarder, c'est les deux blocs qu'il faut regarder, c'est le bloc A et le B. Pour quasiment pour tous les gens, le plafond, ce qu'il faut retenir, c'est juste ce qu'il y a sous le A. C'est 10% de vos revenus. Point barre. Je m'arrête là, je gagne 70 000 euros. Le plafond est de 10% de mes 70 000 euros, donc de 7 000 euros. Et pour tout le reste qui est autour, là, tout le texte qui est autour, ça veut juste dire qu'il y a des maximums en fonction de ma situation et de mes minimums. Donc si je résume, c'est 10% de mon revenu, c'est ce que je peux verser. D'entrée ou tous les ans Tous les ans, pardon. Ouais, tous les ans. Et d'entrée? Et d'entrée. C'est-à-dire le premier versement, il est aussi... Ah, ça c'est une question intéressante, c'est que ça aurait été pareil, c'est 10% des revenus, sauf qu'à la mise en place du PER, donc le nouveau PER, c'est 2019, c'est la loi Pacte. Et en effet, ils ont pensé aux personnes qui, pas dès 2019, allaient ouvrir un PER. Donc on a le droit de regarder les 3 précédentes années. Donc en fait, comment ça se passe? Vous allez sur votre avis d'imposition, sur impôt.gouv, vous ouvrez la page 3, je crois, et il y a un petit tableau, page 3, donc c'est ce qu'on dit à nos clients, où il vous marque les montants par année. Donc là, on est en 2022, donc il va remonter jusqu'en 2019, et il va vous dire, 2019, vous aviez le droit à tel montant, 2020, pareil, 2021, pareil, et si vous n'avez pas utilisé, vous pouvez les verser là en 2022. Et après, bon, ça, vous avez purgé le stock, et après, tous les ans, il va vous dire, vous avez droit à ce montant. Et ce montant-là, c'est 10% de vos revenus. Et modulo quoi? Modulo qu'on ne dépasse pas à 32 000 euros. Donc là, il faut gagner 300 000 euros de revenus. Bon, je ne les ai pas, perso. Et pas encore, peut-être à mes 65 ans. Et le groupe B, c'est quoi? C'est si jamais vraiment vos revenus sont très bas et que ce bloc A, là, il est inférieur à 4 114 euros. Donc vraiment, je sais pas, j'imagine quelqu'un qui a 30 000 euros. 10% de mes 30 000 euros, ça fait 3 000. 3 000, c'est inférieur à 4 114. Donc en fait, mon plafond, c'est 4 114. Voilà, on retient cette formule-là. Et tous les ans, je vais pouvoir verser sur mon PER et enlever des impôts. Et donc si je prends un exemple très basique, si je gagne 48 000 euros net de frais professionnels, alors je l'ai mis, c'est pareil dans le calcul, les frais professionnels, c'est 10% du revenu. Donc, mettons, je gagne 48 000 euros. Alors, mon plafond, c'est 4 320. Je ne vous détaille pas le calcul. Et j'économise 1 296. Donc, le calcul, c'est au moins pour les 1 296, c'est les 4 320 là, de mon plafond, de mon versement,
fois ma TMI, ma tranche marginale d'imposition à 30%. Il ne faut pas oublier que c'est déductible sur les frais, sur les revenus professionnels, hein. Pas les revenus fonciers, pas les dividendes, pas les revenus professionnels. Donc si tu, notamment si tu n'as pas acheté ta résidence principale et que tu as un peu d'argent sur les 3 dernières années, juste t'y vas, quoi. C'est de la folie. Alors il faut faire attention à l'effet inélastique. Si tu comptes le faire. Si tu n'as rien fait durant les 3 dernières années et je sais pas, tu as accumulé 30 000 € de plafond, en fait, quand vous versez tout ça, ce qui va se passer, c'est que votre prélèvement à la source l'année suivante va baisser. Donc c'est la conséquence, c'est que votre PAS, l'acronyme, mais qui n'est pas le PAS, bref, le PS, va baisser l'année suivante. Donc si vous avez 3 ans, vous n'avez jamais rien fait depuis la loi Pacte, versez directement tous les plafonds, l'élastique, c'est-à-dire que sur une année, vous êtes à 0 peut-être en fait, le résultat d'impôt, et puis l'année suivante, hop, ça monte. Donc il vaut mieux, moi je trouve qu'il vaut mieux un peu... C'est toujours mieux de toute façon de verser au fur et à mesure, mais après c'est à nous aussi de mettre à jour notre estimation pour exactement, sur un beau point de vue, exactement. Ah, bien sûr. Ça c'est pas quelque chose qu'on va subir, mais je voulais juste rebondir sur ce que, par rapport à la TMI, par exemple pour les personnes qui sont commerciales, je suis commerciale donc ça me concerne, mais si vous avez des gros bonus, par exemple, voilà, en 2020 c'était une année naze pour les commerciaux, ok, c'est un peu compliqué. Tu tombes à, je sais pas, à 30 ou à 11 dans la tranche. Mais par exemple, une super bonne année où tu arrives à 45 ou à 41, bah là, du coup, c'est là, cette année-là, qu'il faut faire le versement. Parce que là, en fait, on maximise sa défisque. Et après, bah, si l'année d'après, tu redescends à la tranche de 30 ou de 45 à 41, bah là, du coup, cette année-là, tu pourras toujours faire ton versement. Mais c'est vrai que les années où on a des gros bonus, en plus, c'est pas de l'argent... Enfin, moi, personnellement, je vis pas sur mes bonus. Donc, c'est vraiment... de l'argent qui est là, soit je vais passer, soit je vais faire quelque chose. Donc par exemple cette année, éventuellement, j'ai pas de PER pour l'instant, mais éventuellement j'y réfléchis pour cette année, puisque je me dis, là vu que je vais être dans une tranche d'imposition assez élevée, que du coup je vais gagner, tu passes de 30 par exemple à 41, ça crée 30% de plus. Oui, clairement. Donc comment tu dis ça, tu boostes en gros ton avantage fiscal. Exactement. Donc, comme ça, mais c'est un cas particulier en fait. Mais le message aussi, c'est que le PER n'est pas une solution magique. Il y a plein de gens pour qui c'est pas pertinent. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'autres enveloppes fiscales. Nous, on avait commencé chez Nalo par l'assurance vie. L'assurance vie, ça peut être une bonne solution pour préparer sa retraite aussi. Il y a d'autres avantages fiscaux. C'est pas fait que pour ça. Nous, la plupart des clients ont un projet retraite dans leur assurance vie, mais les autres projets, c'est préparer un achat immobilier, les études des enfants, etc. etc. Et c'est pour ça que le mieux, c'est aussi de quand même pas mal simuler. Alors nous, on a créé ça chez Nalo, justement, le PER qui va sortir, c'est qu'on a un simulateur qui vous dit, il vous dit pas, je suis venu, j'ai entendu parler du PER, je coche des cases et j'ouvre un PER. En fait, vous mettez vos informations et on vous dit, oui, c'est pertinent ou non, ça l'est pas. Si ça l'est pas, c'est peut-être l'assurance vie. Et si ça l'est pas, c'est même pas, peut-être que Nalo n'est même pas pertinent pour vous. Donc le but, c'est vraiment de donner un conseil. Et le but, c'est surtout pas d'aller chez des conseillers en gestion de patrimoine ou des banquiers qui, eux, vont vraiment remplir des objectifs clairement commerciaux, de vente. Puisqu'en fin d'année, la défisque attire beaucoup de gens, il y a beaucoup de pubs, on en entend tous parler, et il suffit que j'en entende parler le dimanche au repas de famille et que je stresse un peu et que j'ouvre mon PER, et en fait j'ai pas anticipé, et en fait ça sert à rien, je vais pas gagner d'impôts ou c'est pas pertinent pour ma situation. Donc il faut vraiment se faire accompagner pour ça. Parce qu'il y a quand même 40% des Français qui ne payent pas d'impôts sur le revenu. Donc c'est clair que du coup le PER, comme tu disais tout à l'heure... Sauf à part bloquer son argent, comme tu disais, sauf à aller chercher une éducation financière, là c'est pas très utile. J'ai une question, on peut ouvrir un PER pour son enfant ? Oui. À son nom. Parce que non, mais en fait j'avais une autre question, du coup je voulais valider ça. Il y avait le petit hack. C'est une stratégie même. Ça c'est la kryptonite des parents qui veulent épargner pour leurs enfants. C'est ça, parce que Ils leur ouvrent un PER et puis après comme ça... Oui, parce qu'aaprès l'enfant on peut du coup l'utiliser pour s'acheter une résidence principale et toi tu auras économisé les impôts. Et c'est top parce que petit hack. L'argent il va pas l'utiliser... Moi c'est un peu mon truc. En plus il sera bloqué, oui. Oui, ça sera que pour pas le dépenser n'importe comment, quoi. C'est ça la martingale. Ah oui. C'est vrai qu'à chaque fois tu te dis, alors c'est quoi toi ta martingale? C'est l'idée. C'est ouvrir un PER pour mes enfants. Ça m'étonne pas que ce soit. J'étais en train de me dire, tiens, il y a Johan et moi qui comprenons pas le PER, mais en fait il n'y a que moi. On va pas prendre les questions maintenant, mais on en prend une, mais parce qu'on va faire une exception. Ok, juste je me posais la question, est-ce que ça c'est aussi lié à l'entreprise? C'est-à-dire par exemple moi je suis en SASU
Et j'avais lu quelque part que je crois que je pouvais pas ouvrir de PER, plan épargne retraite entreprise, parce qu'il fallait minimum 2 salariés. Je sais pas si du coup ça c'est... Alors, si, j'avais pas en tête que c'était 2, je sais que c'était très peu, je pensais que c'était en tout de 5, mais en effet, les PER collectifs... minimum 1 je crois, et du coup ça fait... ouais, minimum un salarié avec toi. Soit plus une autre personne, okay. Genre sa copine. Mais et puis c'est des dispositifs qui sont souvent mis, donc l'équivalent de Nalo pour les entreprises s'appelle EPSOR, des amis qui ont créé ça, c'est plutôt pour des grosses structures. On va aller chercher des PME de 50, 100 personnes, ou des TPE, des PME ou des startups. Mais en tout cas, pour les toutes petites structures, c'est vrai que la vie professionnelle se fond un peu avec la vie perso. Il vaut mieux ne pas s'endetter et où en fait il n'y a pas d'intérêt à ouvrir plutôt un PER collectif, autant ouvrir un PER individuel. Du coup, il y a 2 types de PER. Alors, en fait, il y a une poche qui s'appelle le PER. Il est découpé en 3 compartiments. Ça s'appelle le PER1, PER individuel, le PERCO, PER collectif, donc je sais pas, BNP qui a un collectif pour ses salariés, et le PERROB, c'est le PER obligatoire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est le nouveau nom d'anciennes moutures du plan épargne qui s'appelle l'article 83, qui en fait oblige les salariés à investir dans le cadre de certaines entreprises, certaines industries en fait. Mais maintenant, l'avantage de la loi Pacte, c'est qu'elle a créé une seule enveloppe dans laquelle on peut tout mettre et en fait on voit dans quel compartiment c'est. Donc quelqu'un qui a une vie, la plupart des gens qui n'ont pas une vie monotone et continue en étant tout le temps salarié ou tout le temps freelance ou tout le temps dans la même boîte, l'avantage du PER, c'est que si tu as été freelance pendant 5 ans, puis après tu as été salarié dans 2 boîtes différentes, puis après re-freelance, etc., et que tu as ouvert peut-être un PER collectif, un PER individuel à un moment donné, un PEROB, à un moment donné, que ce soit chez Nalo ou ailleurs, tu peux ouvrir un nouveau PER et rapatrier tout ça. Tu agrèges ton épargne et tu l'as dans un seul réceptacle. Et c'est bien visible sur l'espace client normalement. Aussi, l'avantage des PER pour les entreprises, c'est de verser de la rémunération aux employés sans payer de charges sociales, etc. Donc, si tu n'as pas d'employés, tu maximises pas le dispositif. Ok, mais du coup, je peux quand même ouvrir un PER individuel pour bénéficier de la vie fiscale individuellement. Carrément, bien sûr. Mais ça devient en plus, il y a des effets d'échelle. C'est vrai que même économiser sur les charges sociales et les cotisations pour ses employés, ça devient intéressant même à partir de peut-être de 5-10 employés. Mais quand on est tout seul, 2, etc., je pense à ma sœur, elle me demandait, elle est tout seule dans son cabinet, elle va avoir quelqu'un pour l'aider. Ça aurait été un mauvais conseil de l'envoyer chez EPSOR, commencer à créer une structure compliquée avec son comptable, alors qu'elle peut ouvrir un PER. Et d'ailleurs, juste une question par rapport à la SASU, parce que si tu te payes un dividende, par exemple, c'est pas compté comme du revenu de compte. En fait, tu peux pas défiscaliser. Donc, en fait, il faut en plus que tu te verses un salaire. Un vrai salaire, c'est ça, exactement. Oui, c'est que les revenus. Parce que si ce serait considéré comme un revenu pro, là, tu as les dividendes avec les charges sociales et tout en plus. Donc là, tu n'as plus l'avantage du dividende fiscalement parlant. Très bien. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non. Ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre un peu au-delà de tout ça. C'est intéressant de voir en effet ce niveau de détail. Moi, ce que je me dis, c'est... je suis à moitié sérieux en disant ça, mais je me dis en fait... moi, je gagnerais plus à ce moment-là, et tu vois la défisque. En fait, j'ai envie de parier sur moi en me disant mon revenu baissera pas, et finalement, j'ai peut-être pas besoin de ça. C'est là où je peux, mais c'est quand même un peu tentant. C'est pour ça que c'est un vrai pari. C'est un vrai pari sur son taux d'imposition plus tard et ce que va mettre en place l'État, quoi. Si on se dit que l'État va augmenter les tranches marginales d'imposition pour tout le monde, et même pour les plus, enfin, qui va changer les tranches, que ça va être supérieur. Donc c'est vraiment un pari en effet, et sur toi et sur le système de l'État d'ici tes 65 ans. Si tu le fais dans une approche assez modérée, sans y aller totalement hardcore finalement, mais sur les enfants c'est pas mal aussi quand même. Tu te dis, mais effectivement, tu peux en ouvrir 4 quoi. Ouais. Tu peux autant que tu veux. Tu peux en avoir dans différents endroits. PER, tu peux en avoir dans différentes. Oui, alors mais justement l'avantage du PER, la loi Pacte,
En fait, le PER... Différents établissements. Tu peux en ouvrir plusieurs. Ouais. Et il y a des frais d'entrée. C'est pas comme le PER. Tu vois. Il y a des différences sur les PER. Si je l'ouvre chez l'un, chez l'autre, il y a des frais d'entrée. Si quelqu'un me le vend. On va dire que 99% du marché, là c'est pas la loi des 80-20, c'est 99-1. 99% du marché, c'est très cher. Vous avez des frais de versement, donc des frais d'entrée, des frais d'arbitrage. Donc si jamais c'est pas vous qui gérez votre argent, ça c'est un point important. Qui pourrait être le dernier pourcent, je me demande. On n'est pas les seuls. Et je peux donner des noms, ça ne me dérange pas. Non. Il y a des concurrents à nous, on les connaît tous, ils sont très bien. Et si demain, Johan ouvre son PER à Fréba, je dirais le premier qui fait partie d'1%. Mais la plupart des acteurs, qui sont même les banques en ligne, prélèvent des frais d'entrée, parfois très élevés. J'ai vu du 4%. Donc je verse, je passe 100 €, je verse en réalité 96. Et il faut se rendre compte que les frais, c'est le premier facteur d'explication d'une faible performance. J'ai une faible perf d'abord parce qu'en fait, je paye beaucoup de frais. Et si je paye 4% sur tous mes versements... C'est les intérêts composés. Mais dans l'autre sens. À l'envers, ouais, c'est ça. C'est une espèce d'élastique où en fait, il faut vraiment 4% de frais. Il faut se rendre compte qu'il faut faire minimum 4% de perf annuel pour déjà juste rattraper ça. Et ça, c'est le système de commercialisation. C'est parce que généralement, ils ont leurs conseillers qui sont incentivés ou alors des intermédiaires qui les vendent, c'est ça? Pourquoi c'est aussi élevé? Oui, parce que c'est des grosses structures. Société Générale qui a 125 000 employés dans 97 pays. Alors j'ai bossé à la SOG. Et qu'il faut payer tout ce genre-là. Mais effectivement, les acteurs en ligne font un petit effort. Donc déjà, ils font, même je sais pas, si je prends ING, alors ils ont été rachetés, mais des équivalents d'ING, vous avez au moins l'effort de pédagogie parfois, des parcours digitaux, donc déjà il n'y a pas de papier. Mais après, parfois même sur les frais, ils vont quand même un peu se gaver. Donc il y a les frais de versement, il y a des frais, ce qu'on appelle d'arbitrage, c'est-à-dire que vous confiez votre épargne. Le but quand vous mettez de l'argent dans un PER, ce dont on n'a pas discuté aujourd'hui, c'est aussi qui gère mes sous. Alors là, chez Nalo, c'est Nalo qui gère les sous, c'est pour ça qu'on a créé Nalo, c'est nous qui allons faire l'allocation d'actifs entre les différentes classes d'actifs. Donc c'est vraiment de l'autopilote, un peu comme le bouquin de Maëva. C'est votre argent est sous pilote automatique, c'est-à-dire que je verse 1000, 10 000, etc. Mais c'est pas moi qui vais choisir dans quel fonds d'investissement je vais le mettre. Ça, c'est le boulot de Nalo. Et quand Nalo décide, le but du PER, c'est quoi? C'est que vous mettez des sous et au fur et à mesure du temps, on va sécuriser votre épargne pour que le jour de votre retraite, vous n'ayez pas autant de classes d'actifs risquées, donc des actions, qu'au départ. Alors le but, c'est pas que vous soyez à 0% action, parce que quand on a 60-65 ans, on peut toujours avoir un peu de risque. Et les acteurs traditionnels, vous mettre à zéro, c'est assez insensé, puisqu'il vous reste peut-être entre 25 et 30 ans d'années à vivre. Et donc, pendant la vie, il va y avoir ce qu'on appelle des arbitrages. Donc Nalo va passer des ordres de vente et d'achat. Et ce métier de passer des ordres d'achat et de vente sur les marchés, nous, on prend pas de frais, on prend zéro. Et la plupart des acteurs prennent des frais. Où est-ce que vous gagnez? Parce que quand on voit, en fait, tu vois, je regardais sur les SCPI, il y a beaucoup de nouveaux entrants que j'aime beaucoup. Tu vois, Hiroko. Ouais, Hiroko, il y en a eu plusieurs, en effet, j'en avais un autre en tête. Et souvent, on voit qu'ils se rattrapent un petit peu sur les frais de gestion des biens, alors pas forcément plus que tous les autres, et c'est pas complètement délirant toujours, mais si tu fais le calcul, t'es quand même bien gagnant. Ouais. Et vous rattrapez quelque part? Alors, enfin, c'est même pas qu'on se rattrape, c'est comment on se paye, c'est quoi le modèle, que tout le monde comprenne. La finance, j'allais dire dans le monde, mais oui, quasiment, fonctionne de la même manière. Quand vous confiez de l'épargne à une banque, à un assureur, à un courtier, il se rémunère donc avec des frais de versement, arbitrage, sortie, donc on va dire plutôt les actes de gestion. Quand vous faites quelque chose, il va vous faire payer. Je mets des sous, il va me le faire payer. J'en reprends, il me le fait payer. Et au-delà de ça, ce que tu as très bien dit, ce sont des frais de gestion. Donc ce sont des frais sur mon solde, sur ce qu'on appelle les encours. Les frais de gestion moyens sur l'assurance vie, en France, on doit être pas mal, quand on prend tout compris, quand on somme tous les frais, on doit être à peu près, Albert, tu me dis, mais c'est 3,5, 3,5. Nalo, c'est moitié moins. C'est le maximum est de 1,6 sur le PER. Donc justement, 1,6, il faut se dire, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, faut comparer. Et quand on regarde les autres acteurs, c'est 2 fois plus. On n'est pas les seuls à avoir des frais bas, mais on fait partie de ce petit pourcentage. Et sur ces 1,6 que vous allez payer, en fait, qui vous rémunérez? Vous rémunérez une partie l'assureur, donc dans notre cas, c'est Apicil ou Generali, qui se paye, parce que derrière, quand vous ouvrez un PER, nous, Nalo, on est seulement l'acteur qui allons faire les allocations sur les marchés, mais vos fonds ne sont pas sur le bilan de Nalo. Ça, c'est une question qu'on nous pose.
Si Nalo disparaît, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe, vos sous ils sont en sécurité chez l'assureur. Donc l'assureur prend une partie, Nalo se rémunère aussi une partie, et ça rémunère le métier justement de gestion d'actifs. Et une dernière partie rémunère les fonds d'investissement dans lesquels on investit. Donc nous, on investit dans des fonds qui s'appellent des trackers, qui sont, à la différence des fonds d'investissement classiques, il y a très peu d'humains, tout est automatisé. Donc ce sont des fonds qui coûtent en moyenne 0,25% versus des fonds traditionnels qui coûtent quasiment 10 ou 20 fois plus. Et donc ces 1,6% annuels sont prélevés au fur et à mesure des trimestres sur votre solde. Donc vous pouvez vous dire, il faut au moins que annuellement je fasse une performance de plus de 1,6 pour commencer à dégager des sous. Et est-ce que c'est possible, pas possible? Je peux vous donner une donnée moyenne sur les marchés actions qu'on suit, enfin pas que nous on suit, mais sur lesquels on a des données depuis 1920 ou 30. Le marché actions annuellement délivre une performance moyenne de 6,5%. Donc évidemment, ça veut dire que des années comme 2022, ça va être négatif. Des années, ça va être beaucoup plus que 7%. Et en moyenne, ça vous donne 7. Donc si vous faites 6,5, 7 moins 1,6, sur le long terme, vous gagnez beaucoup de choses. En effet, si tu payes 4% d'entrée, puis après tu payes 3,5 ou 4% de frais tous les ans, ça commence à être compliqué. Là, en fait, même si la perf des marchés actions elle est de 6, tu commences à ne plus gagner de sous. Okay. Malheureusement. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Moi, je disais, ça grappille. Ça grappille. Et surtout, c'est très lié. Si vous en parlez à vos parents, grands-parents, l'assurance vie, le PER, pendant très longtemps, c'était associé au fonds en euros. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi, quand j'ai parlé à mon père du PER ou de l'assurance vie, il m'a de suite dit non, moi j'ai le fonds long. Donc les gens confondent. Le fonds euro, c'est juste un fonds qui est créé par l'assureur où le capital est garanti. Mais la génération de nos parents, c'était génial parce que les taux servis par le fonds de l'assureur étaient très élevés. Ça montait jusqu'à justement 7-8% garanti. Donc je mettais des sous et j'avais zéro chance de perdre et je gagnais 7%. Et ces 7%, petit à petit, se sont écrémés. Et aujourd'hui, on est plus aux alentours de 1%. Mais ils n'empruntaient pas à 2%, parce que sinon, il y aurait eu un... Oui, c'est clair. Mais au moins, ils avaient cette chance-là sur le fonds euro. Ils ne se posaient pas la question, en fait. C'est aussi pour ça qu'en France, il y a l'éducation qui revient. C'est très lié à l'économie. C'est parce que les taux sur ces fonds à capital garanti baissent qu'on est obligé de se poser la question sur, en fait, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui peut me rapporter un peu plus que avant, c'était magique. Tout à l'heure, tu disais magique. Avant, c'était magique. Tu prenais zéro risque, tu avais du rendement. C'est fini. Alors, après, il ne faut pas oublier le rendement net d'inflation, net de tout ça. Comme tu disais aussi, je crois que mes parents, 86, ils ont acheté leur résidence principale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils viennent de la vendre. Et j'ai été voir, en fait, dans l'acte notarié de l'époque, genre, je crois qu'ils ont emprunté à 15%. Enfin, tu vois, donc, en fait, tout est relatif quand même. Il faut pas se dire. Et pour revenir sur en France, on a du mal, même encore à notre génération, à prendre le pas du risque, etc. C'est surtout que, il faut le dire, on est quand même un pays où on est très très assisté sur absolument tout. Et souvent, l'État te dit, tu t'occupes de rien, t'es malade, t'inquiète pas, on paye, t'es à la retraite, t'inquiète pas, on paye. Enfin, on paye. Via les impôts évidemment prélevés, mais en gros c'est simple, et sauf que là c'est terminé comme je vous le disais, alors que dans plein d'autres pays qui ont un côté négatif d'être assistés sur rien, certes, mais le côté positif en revanche, c'est que quand ils sortent de la fac, le premier truc qu'ils font c'est comment il faut que j'investisse pour mon avenir, pour ma santé, etc. Donc là il faut qu'on rattrape un peu rapidement, parce que je pense que la fin de tout ça en France va être plus rapide peut-être que le temps que les Français mettront à s'y adapter, quoi. On travaille dessus. Voilà. Comment elle le voit, comment vous le voyez vous et vos communautés, enfin les gens avec qui vous en parlez chez vous, Maëva, comment toi tu le vois déjà, ta retraite, quand est-ce que tu t'en es rendu compte, comment tu le travailles, tout ça Alors, moi en fait, la retraite, je pense que ça fait depuis très longtemps que je me suis dit, alors moi je suis 85, je me suis dit, bon la retraite ça n'a pas l'air d'être un bon plan. Parce que ça a l'air d'être un truc qui est détricoté de plus en plus chaque année. Donc moi, ce que je me suis dit, bon, je commence avec de l'immobilier, parce que ça prend du temps, mais c'est un plan à peu près, voilà. Je me suis dit, je commence par ce qui prend du temps, et puis après, je verrai après pour le reste. Et dans ma communauté, donc là, j'avais fait un post sur le rachat de trimestre.
qui ne m'avait pas du tout intéressée par ailleurs. Mais voilà, tout le monde était très intéressé et j'avais posé en story un sondage. Je demandais aux personnes qu'est-ce que vous avez préparé pour la retraite, donc est-ce que vous avez un plan, est-ce que c'est en préparation ou est-ce qu'il y a R, quoi, enfin, est-ce qu'il n'y a rien de prêt. Et en gros, il y avait 44%, enfin ouais, pratiquement la moitié des gens qui avaient absolument rien prévu. Et les gens qui me suivent, ils ont entre 25 et c'est pas des jeunes de 17 ans. C'est des personnes qui ont la trentaine et qui devraient en fait commencer à se poser la question, puisque comme tu le disais, Albert, le truc servi tout cuit à 60 ans ou à 65 ans ou à 67 ans, enfin là, le plan, il n'a pas l'air on n'est pas serein, quoi. Bah, ça n'a pas changé depuis Pauline en 88 en fait. Je pense qu'elle avait 32 ans à peu près, vu qu'elle partait en 2018 à la retraite. Et ben, ça devient de l'anxiété. En fait, c'est tellement loin l'horizon qu'on ne se dit pas du tout, mon futur moi, je vais lui faire un peu plaisir. je vais le mettre bien, je vais le préparer. Et plus on vit, plus on se rend compte que c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a à peu près la même génération, à 30-35 ans. Là, aujourd'hui, je me dis effectivement, mon moi de à 23 piges, si j'avais eu un grand frère comme un petit frère, je lui dis écoute, tu mets 50 balles de côté et t'en fais pas, ça va bien se passer. C'est de l'éducation financière que je lui offre gratuitement, qu'on n'a pas au collège, qu'on n'a pas au lycée, qu'on n'a pas à la fac. Et ça devrait commencer par là aussi à l'école. Qui est finalement pas dur à comprendre, quoi. Ouais, 3 minutes, les intérêts composés à partir de 50 €, tu montres bien que... Clairement. Ouais, mais le problème, c'est que tu vois, nous, quand on a des personnes, on va dire jeunes, l'âge de 30 ans, enfin, en tout 35 ans, tu leur parles de la retraite, eux, ils sont plutôt à fond dans la construction de leur vie, dans leur boulot, dans leur passion, dans leurs vacances, etc., etc. Et en fait, quand tu leur dis, oublie pas de préparer ta retraite, quoi. Ah, mais c'est dans 30 ans. Mais c'est là où je trouve que du coup, le PER est bien volé si tu vois ça comme un Fort Knox pour acheter ton Miniimo. Parce qu'il y a quand même un truc où tu peux dire... Tu peux faire les deux, quoi. Finalement, je pense un peu à ma retraite, mais à la fois... mais je peux le débloquer quand même pour ça. Si tu achètes ton Miniimo, ça sert aussi ta retraite quand même, à un moment. Donc c'est intéressant. Mais ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne le prennent pas en compte. Mais moi, pour moi, la résidence principale, ça fait partie de ma retraite. Parce que même si, bien sûr, j'aurai toujours des charges à payer, de l'électricité, etc. Mais déjà, si j'ai pas de crédit et pas de loyer... À la retraite, déjà, j'ai pas de loyer. Ça fait quand même... Ah bah tes 1100 €, ils oui, là, les 1200 €. Déjà, donc a priori, ouais. Non, et puis souvent aussi, je leur dis aux gens qui nous appellent, je leur dis, même si vous n'avez pas très envie de penser à la retraite parce que vous avez 30 ans, ouvrez avec ne serait-ce que le minimum et mettez 50 € par mois. Voilà. Au moins, en fait, psychologiquement, comme ça, le tiroir, il a été ouvert. Et ensuite, tu parlais de bonus sur les bonnes ou moins bonnes années. Et résultat, vous pouvez vous dire tiens, là j'ai 5 000 € qui traînent. Le tiroir retraite, en fait, Nouma parlait de sciences cognitives, de psychologie, il est ouvert, quoi. C'est le tiroir retraite est là. Et donc, on va commencer à remettre plus. Mais tant qu'on ne l'ouvre pas, vous l'aurez pas dans la tête. Ça, c'est sûr et certain. Et toi, il y a juste un dernier truc, une chose que j'ai vue aussi parmi mes abonnés, c'est que j'ai 37 ans et donc il y a pas mal de personnes qui ont le même âge que moi et donc les parents commencent à arriver à la retraite. Et il y a beaucoup de problématiques de ma mère elle n'arrive pas à se loger, il faut que j'achète un logement pour elle, ou j'ai des parents qui partent au pays, mais il faut quand même les aider, etc. Envoyer de l'argent. Donc en fait, sans que ce soit notre expérience à nous, il y a aussi l'expérience des parents qui vont aussi forcer nos générations à se poser la question mais alors si eux ils galèrent maintenant, nous ça sera quoi dans 30 ans, quoi. Johan? Non, mais moi, c'est plus un côté anxiogène que j'ai ressenti. Il y a beaucoup de choses en fait, à notre disposition, assurance vie, PEA, PER, plusieurs PER. Donc il y a vraiment des milliers de produits dans lesquels on peut investir. Donc j'ai l'impression que les gens ils ont plus peur de dire ok, mais parmi tout ça, qu'est-ce que je peux prendre? Parce que ça, ok, je peux économiser des impôts. Ça va plus de rendement, là un peu moins. Donc c'est un peu ce côté-là que moi j'ai ressenti, et d'où la nécessité de faire comprendre simplement les choses. Et c'est pas évident quand c'est un peu complexe derrière. Mais au-delà de ça, je pense que sans parler de retraite, les gens ils ont plus besoin de... C'est plus le futur en fait. C'est pas forcément je vais préparer ma retraite, c'est plus comment je peux dans un futur moyen long terme être mieux financièrement, quoi. Donc c'est plus ça que moi j'ai ressenti. Et après sur le côté j'aime bien ce que tu disais là, d'ouvrir le tiroir. C'est vrai que en fait
peu importe, en fait, si vous ouvrez une assurance vie, un compte titre, un PER, en fait, on s'en fout un peu. C'est commencer par investir, c'est déjà le premier pas. Par ce qui vous attire, parce que moi, voilà, quand j'étais plus jeune, c'était plutôt les actions. Voilà, j'adorais Apple, Tesla. J'ai commencé comme ça. C'est pas, enfin voilà, je diversifiais pas, rien. On s'en fout. J'ai mis le pied dedans, quoi, dans l'engrenage. Et après, une fois que c'est dedans, c'est là que vous allez dire, ouais, ok, ce produit-là, il est quand même un peu plus intéressant à ce moment-là de ma vie, et ainsi de suite. Donc ouais, le truc, c'est pour ça que moi j'aime bien présenter plein de trucs différents, parfois exotiques, et c'est pas forcément les meilleurs produits à ce moment T de votre vie. Mais ça donne aussi aux gens l'envie de commencer à investir. Et c'est ce côté-là qui est un peu plus compliqué, quoi. C'est ce qu'on disait, comment rendre fun, genre la retraite ou des trucs comme ça, pour que les gens s'y intéressent, quoi. Et c'est ce que tu fais très bien, toi, avec ton compte Insta et tout, c'est donner l'envie, ouais. Et donc, ouais, pour commencer, quoi. C'est ça le... Et dans les angoisses qu'on peut avoir aussi en ce moment, peut-être dans ce moment précis, c'est de se dire aussi que tout l'argent qu'on va verser sur ces trucs-là va quand même, dans les 2-3 prochaines années, peut-être... pas très bien en termes de rendement, va peut-être être assez négatif ou là c'est vrai que faut regarder ce qui se passe. Alors vous connaissez tous la phrase sur les perfs passés qui ne présagent pas des perfs futurs. Ouais. Mais quand même en statistique, je pense, pour que ça soit représentatif, si on prend 50, 60, 100 ans, c'est assez représentatif de ce qui se passe si on croit au système capitaliste, etc. Je parle que si on n'est pas dans un système d'effondrement des civilisations, Pablo Servigne, etc., qu'on adore, mais pour lequel, en fait, si on reste dans un système où on croit à l'économie libérale, au capitalisme, etc., on regarde ce qui s'est passé sur les 120 dernières années. J'entends de la musique. Les crises financières, nous on en parle à nos clients comme d'un rhume, c'est-à-dire qu'une crise financière ça vient tous les 5-6 ans et c'est normal, c'est-à-dire que ça existe, il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas, il y en a sur les 5-6 ans et les marchés peuvent perdre, en effet les marchés actions, si on prend la crise du Covid, ils ont perdu 30% en 4 mois et demi et ça a mis 6 mois à recouvrir son niveau. Donc en fait, il y a plusieurs choses. Quand on est un jeune investisseur, un primo-investisseur, vivre sa première crise financière, c'est hyper dur parce qu'on voit son solde baisser. Après, nous, ce qu'on apprend aux investisseurs, c'est à dézoomer. Et donc, on leur montre plein de choses sur ce qui s'est passé sur les 50, 100 dernières années. Et la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire que c'est de ne pas toucher à son solde, puisque tant qu'on n'a pas retiré son argent, on n'a pas matérialisé la perte. Par contre, au-delà de ça, où là, c'est plutôt la psychologie, justement la science cognitive, comment j'apprends à ne pas aller sur mon compte en banque tous les jours. Ça c'est bien, mais je pense que ça marche aussi si on se dit, ok, en fait si je regarde les 100 dernières années, toutes les crises, 29, 66, 71, 87, guerre en Irak, 92, 2001, il y en a eu voilà, tous les 5-7 ans, 2008, et que je regarde en combien de temps en fait, le marché a recouvré son niveau, c'est souvent entre 6 et peut-être maximum 12 mois, 18 mois. Post-2008, ça a mis un peu moins de 18 mois. C'était le maximum. Et donc on est rassuré, on se dit, d'un point de vue cognitif, je sais que le meilleur truc à faire, c'est juste ne même pas regarder mon solde. Et je suis rassuré parce que le système, j'ai vu comment il marche sur les 100 dernières années, et il retrouve son niveau. Et c'est pour ça que j'aime bien en parler comme d'un petit rhume, c'est-à-dire que quand on a un rhume, on se dit pas c'est foutu, là, ma vie est foutue, je me soigne et puis derrière ça va bien. Et donc ce que tu dis sur les 2-3 prochaines années des marchés, en fait ce qu'on dit, plusieurs choses, on n'est pas Madame Irma, on n'a pas de boule de cristal, c'est vrai qu'on le dit depuis 5 ans chez Nalo. Moi j'aime bien prendre ça, ces prospectives, comme de l'astrologie, et je dis souvent que la gestion active, c'est de l'astrologie en plus récent. C'est-à-dire que les gens qui veulent absolument toucher les marchés, à dire peut-être que voilà, timer le marché, et puis tu fais beaucoup de posts sur le sujet, à essayer de se dire là, l'économie va pas très bien, mais moi je pense qu'en fait en février ça sera encore plus bas, donc je vais attendre février, machin. En fait tout ça, ça fait partie des études qu'on fait chez Nalo, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi ? Parce qu'on reste humain et que ça soit vous, des asset managers, des banquiers, des conseillers financiers, donc nous, ne nous croyez jamais, hein, si on vous dit, nous on sait Nalo qu'en mars 2020 ça sera un point bas, en fait on n'en sait rien. On ne le dira jamais. Donc on vous le dira jamais. Et par contre ce qu'on se dit, c'est qu'en fait on a aussi étudié la gestion active. Donc tous les gens qu'on paye très très cher, qui sont dans le 8e arrondissement, qui sont des asset managers et qui toutes les semaines prennent des décisions d'investissement, qui disent Apple et Tesla, on va acheter du Apple, on va vendre du Tesla parce que telle info économique est tombée, tel tweet de tel président, etc. En fait, tout ça,
c'est du bruit ambiant, et toutes les décisions qu'ils prennent, donc ce qui s'appelle de la gestion active, ils prennent des décisions, on s'est rendu compte sur les 30 dernières années que c'était moins bien en termes de performance que le marché moyen. C'est-à-dire juste suivre le marché. Et il y a un truc aussi qui est important là-dedans, c'est quand tu le fais toi-même. Alors au moins quand tu n'es pas salarié, c'est du temps que tu passes sur quelque chose où tu ne travailles pas, donc tu ne gagnes pas plus dans ce temps-là. Pour moi, ça me semble assez clair. On s'improvise pas trader. Ouais. Non, et puis, c'est un métier. Il y a un autre, quand tu disais tout à l'heure, donc il y a le PER, etc., il y a aussi d'autres choses. En France, on est très sur l'immobilier, et c'est très bien. Enfin, voilà, c'est un actif comme un autre, il faut être diversifié. Mais il ne faut pas oublier que quand on investit en IMO, quand on achète le bien, qu'on fait les travaux, vous partez déjà avec moins 10 à moins 20%. Hein. Parce que les frais de notaire, les travaux et tout. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire aussi. Mais souvent, les gens, en fait, le problème des marchés financiers, pour les épargnants, c'est qu'ils peuvent voir tout le temps ce que ça fait. À la seconde même, sur Internet, là, et en plus, ils regardent des indices avec dividendes non réinvestis, en gros, tout ce qu'il ne faut pas regarder. Et alors que l'IMO, en fait, vous captez pas. Vous achetez les biens, vous faites les travaux, vous mettez en loc, ouais, super, je l'ai loué cher, trop bien, etc. Et en fait, vous vous apercevez pas du tout que votre bien, sur les 20 prochaines années, selon les zones, hein, si vous achetez un truc dans le 6e à Paris, il n'y a pas trop de risque que ça fasse ça. Mais il y a des fluctuations aussi, clairement. Et on a connu des quelques crises IMO, etc. Mais encore une fois, c'est pas non plus grave. Ça repart après, etc. Donc il faut bien avoir en tête que tout ça, c'est du comportemental. Moi, perso, je bosse là-dedans depuis 15 ans. J'ai pas de télé chez moi, j'écoute pas la radio, je lis pas les médias, je lis vraiment rien de tout ça. Je veux dire, de bruit de marché au jour le jour, je lis que des livres de fond avec de l'éducation financière ou d'autres livres d'ailleurs, philo, histoire, etc. Et ça, c'est très intéressant d'aller... je me rappelle que pendant le premier confinement, je disais clairement aux gens, mais coupez tout et allez à la pêche et revenez quand ce sera fini. Parce qu'en fait, là, vous allez faire n'importe quoi sinon. Et il y en a qui nous ont remercié 4 ou 6 mois après. Ils nous ont dit, mais heureusement que je vous ai écouté, sinon j'aurais vendu à moins 25. Et donc vendre à la baisse, c'est vraiment le truc le plus bête. Je devrais peut-être pas le dire, mais limite, faut peut-être remettre, quoi. Mais voilà, donc il faut vraiment être bien conscient que votre pire ennemi, mais vraiment le démon en personne, c'est vous dans vos investissements. Je veux dire, une fois que c'est investi et que vous voyez les choses monter, baisser, etc. Donc il faut investir son argent, j'allais dire en fermant les yeux par rapport au bruit de marché ambiant, mais il faut vraiment avoir ça en tête parce que sinon, ça ne marchera pas, quoi. Et du coup, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est pour ça que aussi c'est important d'avoir, voilà, moi mon thème c'est un peu le budget parce que c'est la base et qu'en fait il y a des personnes qui avec la hype, tu vois, ils vont aller sur les cryptos, sur les actions, ouais, attends, avec les cryptos, je vais faire ça. Mais ils mettent vraiment leurs économies, c'est-à-dire les économies dont ils ont besoin pour, je sais pas, leur voiture elle tombe en panne, et du coup, ils deviennent encore plus fous quand ils voient ça, parce qu'ils se disent, mais c'est tout, c'est dingue. Alors qu'en fait, il faut vraiment avoir, t'as ton épargne que tu sais que tu vas mettre soit sur du fonds euro, soit sur ton livret, que voilà, si t'as un problème, tu vas l'utiliser, mais que quand tu mets de l'argent en bourse ou quand tu prends un portefeuille, avec Manu, c'est vous qui choisissez, mais quand c'est toi qui choisis toi-même tes actifs, c'est pas parce que ça fait moins 20% que tu dois paniquer. Ça veut dire que sinon que tu as mis de l'argent en fait, dont tu as besoin, qui te stresse, et c'est là que tu prends, comme tu disais, en fait, les mauvaises décisions. Mais c'est là d'ailleurs, pour rebondir, où les gens souvent qui disent non mais de toute façon, les marchés financiers c'est naze, j'ai toujours perdu, en fait c'est ceux qui ont voulu jouer. C'est-à-dire ceux qui se sont dit ah bah tiens, il y a un coup de marché à faire, je vais mettre 10 000 €, j'en ai besoin l'année prochaine, mais je pense que là on est sur un point bas, etc. Et là ils font moins 20 derrière, et là ils disent ouais, de toute façon les marchés financiers c'est naze. Non, c'est pas les marchés financiers qui sont nazes, c'est toi. Enfin, c'est toi. C'est ta mauvaise, c'est ton mauvais investissement. Et là où des outils comme Nalo ou d'autres
ça vous permet d'avoir le bon investissement par rapport à l'horizon, etc. En gros, sur 20 ans, vous êtes à 100% action maintenant, et sur 5 ans, vous êtes à beaucoup moins d'actions. Enfin, vous pondérez les risques selon votre horizon, selon votre capacité aussi à prendre du risque. Hein, il faut le dire, si on gagne 100 000 euros par an, ou 10 000 euros par an, ou 20 000 euros par an, on ne peut pas prendre les mêmes risques. Si on a beaucoup d'enfants à charge, ou si on n'en a pas, pareil, on peut prendre les mêmes risques. Donc, il faut faire attention aussi au côté personnalisé ces investissements. Et je parle de toutes les classes d'actifs. Hein. Bien faire attention à ce que dans votre patrimoine global, les différents investissements que vous faites, il n'y ait pas vraiment le moins d'affect possible. Parce que souvent, on va avoir un gros affect, je ne sais pas, pour, si je parle IMO, pour une ville, par exemple. Moi, Angers, j'aime bien parce que je suis né là-bas, j'étais à l'école là-bas, j'ai mon meilleur pote qui habite là-bas, et je vais acheter que 5 appartes là-bas parce que Angers, c'est vraiment ce que j'aime. En fait, même dans l'IMO, il faut diversifier selon les villes. Parce qu'une ville étudiante, une ville qui sera assez étudiante aujourd'hui, donc c'est dynamique, etc., dans 15 ans, franchement, peut-être que la fac, elle n'existera plus pour une raison que je ne connais pas, ou l'école n'existera plus, ou je ne sais quoi avant. Donc il faut diversifier. Vraiment, ça c'est une règle aussi très importante, bien diversifier ses actifs. Alors moi, je suis pas très allé faire de tout. Je pense que quand on en arrive à pouvoir faire de tout, c'est qu'on a déjà fait la base, quoi. Voilà. C'est un peu comme les gens, là, si on parle dans des gros exemples, des gens qui commencent à acheter des chevaux de course, des trucs comme ça, là, c'est vraiment que vous avez fait tout avant et qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Ou j'irais même peut-être sur le Lego, que tu aimes bien. C'est des actifs qui sont sympas, mais en effet, comme tu disais d'ailleurs au début, c'est un peu des actifs passion, des trucs qui t'intéressent vraiment. Mais il faut déjà faire vraiment la base d'abord et s'organiser, et ensuite une fois qu'on a fait la base on peut aller un peu. Il y en a qui kiffent les peintures, les montres, etc., qui connaissent bien certains univers. Tu peux y aller, mais il faut aussi s'y connaître. Tu vois, quand j'avais fait le débrief sur la crypto, etc., c'était en plein sur le nom de la crypto qui avait craché, mais genre les stablecoins, voilà, où il y avait eu des gens genre 6 ou 8 mois avant, t'imagines, c'est sécure à je sais pas combien de pourcents par an, etc. Et moi déjà, quand on me dit c'est sécure à 10% par an, je dis non, ça c'est pas sécure. Ça, en fait, plus il y a de rendement potentiel, plus c'est risqué. Et là, quelques mois après, ça... Johan, toi, tu as je sais pas, un outil secret ou une martingale sur ta retraite, un truc qui... Non, mais moi je suis un peu dans les extrêmes, donc j'aime bien toucher à tout. Même si, non, mais en fait, j'aime bien toucher à tout, mais quand on regarde vraiment... Aujourd'hui, j'ai quand même la majorité qui est soit sur les marchés financiers. Moi, j'ai 3 trucs, quoi. IMO, marché financier et crypto. Et après, je m'amuse avec d'autres trucs, mais c'est plus pour le fun que pour préparer mon avenir. Mais non, mais ouais, en gros, je suis conscient qu'il faut diversifier. J'ai aussi le côté... J'aime bien le côté sécurité de l'immobilier que toi t'aimes bien aussi, Mathieu, et que j'ai envie de développer. Avec des potes, on achète on essaye d'acheter plusieurs biens. Donc c'est plus ça que je vois sur du très long terme. Et ensuite, après j'essaye aussi de miser sur moi, quoi. Ce côté, Snowball, c'est un peu aussi ma façon d'investir dans quelque chose, quoi, et que peut-être dans 30 ans, 40 ans, comme toi, avec Cosa Vostra, ce sera ta partie. Mais bon, là, on s'égare un peu du sujet. Non, mais c'est intéressant. Il y a quand même un fondamental qui est repris assez souvent dans pas mal de bouquins sur les finances perso, etc. C'est que, en fait, si tu veux enlever un cap, à un moment, il faut entreprendre. Entreprendre, tu peux être salarié et entreprendre. Je veux dire, notamment dans l'immobilier, tu peux créer une SASU qui fait des SCI et qui derrière devient marchand de biens, promoteur. On a toujours une idée de ces choses-là où on se dit c'est très cher. En fait, Zuckerberg, on peut faire une opération de marchand de biens à 60 000 €. Hein. C'est pas comme commencer à épargner même petit. Pour moi, c'est avoir un esprit entrepreneurial parce que c'est prendre des risques. Et être un entrepreneur, c'est prendre des risques, et investir, c'est prendre des risques. Donc que ce soit sur des marchés cotés diversifiés ou en private equity, il y a des risques. Il faut juste savoir les mesurer et mettre la bonne dose d'argent, moins quand c'est très très risqué et plus quand ça l'est un peu moins et personnalisé. Après, il y a le private equity qui aujourd'hui est rendu beaucoup plus accessible via des plateformes, etc. Mais pareil, alors là, il faut vraiment mettre, je dirais, alors je m'y connais beaucoup moins que voire zéro par rapport à Nouma en crypto, mais il faut vraiment mettre de l'argent
que tu peux te dire si je perds tout, tant pis. Le potentiel de rendement est très élevé. Il faut vraiment mettre de l'argent où tu peux perdre, quoi. C'est ça. Et enfin, soit tu t'intéresses vraiment à la technologie, et en fait, ça dépend par quelle porte tu rentres. Si on fait la parenthèse crypto en 2 minutes, moi, je suis rentré par la parenthèse politique et philosophique, c'est-à-dire j'ai regardé les manifestes des cryptographes en 92 qui voulaient libérer la monnaie. Ils ne voulaient pas que l'État qui frappe la monnaie. Ils voulaient une monnaie qui soit plus facilement transmettable par de l'informatique. Et il y avait vraiment un projet politique. Donc c'est d'abord ça qui m'a intéressé. Et ensuite, la partie technologique. Donc comment on crée un grand livre informatique où ce qui m'a passionné, c'est comment on garde une trace de l'histoire à vie et qui ne s'efface pas. Et c'est parce que ça m'a intéressé que j'ai petit à petit mis un peu d'économie dessus. Mais j'en mets en effet une partie assez faible. Mais pour revenir à ce que tu disais, Yoann, moi je suis assez d'accord avec toi sur l'investissement et même le métier, parce qu'il y a beaucoup de freelance, je pense, ici, ou même nous, chez nous, dans nos clients. Et à l'ère où on est aujourd'hui, c'est-à-dire à l'ère où on peut créer avec un ordinateur une connexion et avec sa marque personnelle, où les gens sont prêts d'abord à payer pour ce qu'on fait. Toi, tu fais un podcast, tu as un média, pareil pour Yoann, pareil pour Maëva. Ensuite, les gens sont prêts à payer pour ce que vous savez. Plus vous grandissez, plus vous connaissez votre métier, et plus les gens vont être prêts à payer beaucoup pour votre connaissance. Et après, ils vont payer pour ce que vous êtes, parce que vous avez grandi, ça fait 5 ans que vous avez votre média, etc. Et aujourd'hui, Internet, il permet juste d'atteindre une ultra niche qu'on n'aurait jamais pu atteindre pré-Internet. Et aujourd'hui, ce qui vaut très très cher, bon là, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est d'avoir en effet des compétences, pas forcément être très très fort dans un seul domaine, mais être peut-être un peu moins fort dans 3-4 domaines, peu importe ce que ce soit, peut-être l'écriture, plus je sais pas, la création de contenu, plus le dessin. Et peut-être qu'en alignant ces 3 compétences, il y a forcément une niche sur Internet à être facile à trouver, sur Insta, sur TikTok, etc. Et les gens, de plus en plus, vont être prêts à payer très cher. Et donc, ça peut être une stratégie de dire, pour la retraite, je mise sur moi, ce que tu disais tout à l'heure. Et sur moi, c'est mon projet d'entreprise. Et je pense qu'à l'ère où l'information avec la fibre optique va quand même assez vite, et où on peut atteindre des gens et des niches de clients potentiels très très rapidement, ça peut être le meilleur plan d'épargne retraite. Et si on n'est pas créatif, etc., enfin, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, même dans des freelances. Moi, j'ai un ami en ce moment qui a toujours été entrepreneur. Il a eu des boîtes plus ou moins grosses, mais il a toujours eu sa ZU à lui. Et en l'occurrence, il s'était acheté un premier petit bureau de, je sais pas, 30 mètres carrés peut-être, puis un deuxième. Et puis là, entre-temps, il a fait quelques petites opérations immobilières, mais jamais des trucs de ouf, quoi. Et là, il s'est acheté dans le Perche une maison avec sa boîte, qui va louer. Donc, et en fait, comme le banquier sait qu'il sait faire ce genre de choses, parce qu'il dépose opérations, il a fait 1, 2, 3, il loue, il les laisse en location, il part. Donc il a la confiance, il a l'expertise, il a un petit apport. Et ben, il s'achète sa maison dans le Perche, dans laquelle il fait un petit espace coworking et puis une maison dans laquelle il pourra aller et louer, qui devrait être rentabilisée sur un Airbnb plus ou moins. Moi, on échangeait là-dessus l'autre jour, mais est-ce que tu peux allier kiff et retraite? Enfin, ce genre de choses, je me dis aussi, il y a potentiellement des choses à faire là-dessus. Le Perche, c'est bouché, je crois. Tout le monde a essayé dans le Perche. J'ai fait des allers-retours dans le Perche à n'en plus finir. Pour y aller, c'est bouché. Finalement, Et non, mais même pour ça, je crois que c'est partie des gens là dans Paris qui se sont évadés en plein Covid dans le Perche et qui ont retrouvé une béatitude dans les bois et qui se sont dit je vais tout acheter dans le Perche. Et non, mais c'est vrai que c'est des exemples de allier vie professionnelle, enfin projet professionnel, projet perso, immobilier, etc. Ça peut être aussi un moyen d'investir pour le long terme. Quand on avait fait la préparation, on s'était dit justement que on n'a plus des carrières comme avant. On rentrait à 20 ans dans la boîte, on sortait à 60 ans à la retraite et c'était fini. Et du coup, de se dire peut-être que de 20 à 30, 40 ans, on va peut-être carburer un peu, être peut-être salarié à fond, des métiers un peu exigeants. Et puis après, commencer, comme tu dis, comme tout le monde dit, en fait, de commencer à diversifier
Et après, une fois qu'on est arrivé à un âge où voilà, on a un peu moins de dynamique, où on a un peu moins d'énergie, aller vers des métiers plus doux, voilà, et donc quelque part de continuer à travailler, mais pas en mode, voilà, comme on peut être sur le marché. Mais ça rejoint ce qu'on disait aussi sur le mouvement FIRE, donc ils sont passés chez toi. Et je donnais tout à l'heure à l'équipe, il y a une méthode très simple si vous voulez savoir combien il vous faut de patrimoine, si vous voulez arrêter de bosser. Et toujours investir ce que vous avez, avec des hypothèses que je ne vais pas donner, je ne vais pas retomber dans les maths. Mais donc la méthode, c'est très simple. Si vous dites, je veux, je sais pas, 5 000 € par mois, donc moi, ma retraite, je ne veux pas l'avoir à 65 ans, ni à 62, je veux l'avoir le plus rapidement possible, et je vis bien avec 5 000 € par mois. Donc ça fait 60 000 € par an. Il faut multiplier ce montant par 25. Je ne rentre pas dans les détails de pourquoi il faut le multiplier par 25. Il y a des raisons d'espérance de vie, plus de le fait qu'on place, ce qu'on place va garder. Il faut 12 fois 25 par an. Par mois. 12 fois 25. Donc 60 000 € fois 25, ça fait 1,5 million. Donc si je veux ça, donc si je veux vivre avec 5 000 € par an, là maintenant il me faut 1,5 million. Donc dans le mouvement FIRE, donc qui est retire early, mais je ne sais plus le début. Financial independence. Independence. Voilà, l'indépendance financière tôt. Donc vous voyez toutes les pubs d'indépendance financière avec des condors et tout, les gens qui sont. Je vois ça sur YouTube avec des aigles, souvent des aigles ou des condors ou des oiseaux majestueux en or, qui vous dit que vous allez être indépendant. Au-delà de ça, là, des solopreneurs qui font de la pub sur ça. Un moyen très simple et qui existe aux États-Unis depuis très longtemps, depuis 20 ans. On a toujours 10 à 20 ans de retard sur les États-Unis sur la partie finance personnelle. Le mouvement FIRE, voilà. Vous vous dites, si je veux être indépendant, il me faut, je sais pas, 1 million, 1,5 million. Comment j'arrive? Donc, comme tu disais, il y a des gens qui disent, je vais les 10 prochaines années faire que ça. Et j'aurai pas d'enfant, ou alors je le verrai pas, je connaîtrai pas mon enfant, ou je le verrai très tard, ou j'en aurai dans 10 ans. Et donc, il faut vraiment d'abord poser, on en revient à la même chose. C'est avant de dire, attendez, ils m'ont parlé de PEA, de compte titre, de PER, de livret A, de CEL, de PEL, d'immobilier, de crypto. En fait, je suis perdu. Non, c'est tu veux faire quoi de ta vie? Tu veux quoi? Tu veux être à la retraite à 40 ans? Moi, je sais que j'aime bien bosser. Donc, c'est pas du tout mon objectif. J'espère bosser jusqu'à 90 ans. J'adore ça. Enfin, j'ai envie de rencontrer des gens. J'ai pas envie. Il paraît qu'on dit ça jeune et qu'après, on se calme. Peut-être. Mais voilà, tu vois, je vois ma grand-mère, elle a 88 ans. C'est tes cheveux blancs qui font dire ça, c'est ça? C'est bien pour ça que je le dis. Je n'ai pas de complexe. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord se poser ses projets de vie. Moi, mon projet de vie, c'est mon exemple, c'est ma grand-mère. Elle gagne un peu de sous encore. Elle fait du jardinage chez ses voisins et elle va gratter 20-25 €. Et moi, je me dis, elle a la vie quoi. Elle a son bien IMO. Elle est belge, donc je suis belge aussi. Et je sais qu'il me faut pas beaucoup. Tu vois, les 1,5 million, j'ai pas du tout besoin de ça. J'ai besoin, j'ai calculé, de 300-400 000. Ça peut paraître des grosses sommes, mais en réalité, pas tant que ça. Enfin, c'est pas des énormes sommes. Donc moi, j'ai basé toute ma vie, je l'ai basé avec cet objectif d'avoir au moins 300 000 €. Et je sais que je suis moins averse au risque que les autres. Donc je mets plus de sous, par exemple, dans des petites entreprises, dans des TPE, des startups, etc. Parce que je me dis, c'est perdu, c'est pas grave. Et s'il y a une bonne nouvelle qui saute à un moment donné et que la boîte a fait x10, tant mieux. Donc, avis à ceux, voilà, si Johan, tu crées une deuxième boîte, Maëva, pareil, je suis le premier à dire j'investis, même si j'ai pas tant que ça, parce que j'ai posé un peu mon plan de vie et que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Elle était prête, celle-là. J'ai une question. Au moment où tu as parlé justement de tracker chez Nao, donc ces fameux robots qui investissent à la place des fonds d'investissement. La question c'était, est-ce que vous savez au moins dans quel type d'industrie, dans quel type d'investissement ces trackers-là vont mettre l'argent des... Alors il faut que je répète la question. Est-ce que tu sais dans quelle industrie les trackers dont tu parlais tout à l'heure vont mettre l'argent? Oui, parce qu'en fait un tracker, pour que tout le monde comprenne, donc le nom légal, réglementaire et boring s'appelle ETF, donc pour Exchange Traded Fund. Donc en français un fonds qui est indiciel et qui est coté sur les marchés. Et c'est un panier de valeurs, donc c'est un panier dans lequel on met de 100 à plusieurs milliers d'entreprises. Donc au lieu de me dire, comme Johan, je vais investir dans Apple, Tesla ou Comet ou la nouvelle boîte de Maëva, je me dis, c'est un peu trop risqué, parce que si la boîte pète, j'ai perdu toutes mes économies, donc je vais diversifier. Et au lieu
d'acheter plein d'actions individuellement. Il y a ces fonds qui existent, qui mettent des centaines, des milliers d'entreprises, et j'achète une part, 2 parts, 3 parts de ce fonds, peu importe. Ça, c'est le principe de l'ETF, et c'est un fonds d'investissement. Pourquoi ça vaut pas cher? Parce que le but de l'ETF, c'est de suivre un indice de marché. Donc vous connaissez tous en France le CAC 40, mais ça, c'est un petit indice. Les gros indices, ça va être le S&P aux États-Unis, ça suit les 500 plus grosses boîtes américaines. Et encore plus gros, on a le MSCI World. Là, c'est à peu près 3000 entreprises mondiales. Et le but du tracker, c'est je prends cet indice des 3000 plus grosses boîtes et je réplique ce qu'il y a dedans. Donc, je sais pas, s'il y a 1,5% de Tesla, dans l'ETF World, il y aura 1,5% de Tesla. Ça, c'est le principe économique. Et un fonds d'investissement, c'est très réglementé. Donc, il y a une fiche et on voit exactement toutes les lignes qu'il y a dedans. Donc en fait, tu peux suivre à la fois les entreprises qu'il y a dedans, la concentration géographique, la concentration en termes d'industrie, et que ce soit chez Nalo ou les autres. Mais c'est fou, c'est l'effet boule de neige, c'est-à-dire que quand certains trackers certains fonds qui sont très suivis par plein de trackers, les actions, quand elles sortent d'un fonds, en fait, c'est comme quand tu sors du CAC 40 notamment, généralement, t'as un moment où ça, vous voyez ce que je veux dire, oui. Quand tu passes de la 40e à la 41e, en fait, comme tu sors du tracker 440, ta valo, elle baisse de 10% d'un coup, etc. Donc ça doit augmenter encore cet effet un peu de levier, le fait qu'il y ait plein de... Possiblement, mais après c'est vrai que les indices sont de plus en plus gros, donc peut-être que ça va contrebalancer, il y a de plus en plus d'indices. Là, le World, il a 3000 entreprises, je ne serais pas étonné qu'il y ait un indice dans 5 ans où c'est Super World et tu as 50 000 boîtes dedans et c'est encore plus diversifié. Donc comme c'est très réglementé, sur tous les sites, les courtiers, les banques en ligne, tu peux voir exactement ce qu'il y a dedans. Et je pense que ta question aussi, c'était est-ce que je peux voir toutes les boîtes sur les ETF? Tu peux. Sur un OPCVM, enfin un ETF est un OPCVM, mais un fonds classique, on va te donner sur la fiche souvent les 10 positions principales. En général, elles ont, je sais pas, entre 70 et 90 positions. Donc c'est vrai qu'un ETF est plus transparent sur toutes les boîtes que tu as dedans. Tu vas sur le site de la société de gestion qui tient l'ETF, tu as tous les noms de boîtes. Si c'est le Russell 2000, tu as les 2000 boîtes, quoi, et tu sais vraiment toutes les boîtes, alors qu'un fonds classique, tu auras les 10 principales positions, et c'est vrai que tu n'auras pas les autres, parce que les gens vont dire « ouais, mais parce que j'ai pas envie qu'on me copie, machin, etc. » Donc c'est vrai que c'est une transparence plus importante, même totale, dans un tracker que tu n'as pas dans un fonds classique. Mais par contre, je pense que dans ta question, il y avait deux questions en fait. Parce qu'il y avait la partie... On est dans un cours de philo, on analyse les questions. Bien ta main. Non, mais j'ai l'habitude avec les amis de poser des questions, mais je vois la tu vois en fait le truc derrière. Tu as parlé de Robot Advisor. Et en fait, la partie tracker et la partie Robot Advisor, c'est pas la même chose. Le Robot Advisor, il va gérer les allocations. Ça veut dire, je vais mettre 20 € sur ETF, je sais pas quoi, parce qu'il y en a des milliers des trackers. Donc la partie Robot Advisor, c'est la partie gestion des allocations. Et la partie ETF, c'est pas les supports en fait. C'est les supports. C'est deux boîtes différentes. Donc si on prend le cas de Nalo, nous, Nalo, on est un robot advisor. Ce qu'on a créé, c'est un logiciel. C'est du code informatique pour dire, pour Maëva, pour Johan, Albert, Mathieu ou peu importe, on va créer une allocation parce qu'ils m'ont donné plein de leurs données personnelles, de revenus, de situation patrimoniale, etc. Et on leur crée une allocation. Et on va dire peut-être que pour Maëva, je vais mettre 50% d'actions. Dans ces 50% d'actions, je vais mettre 1% de l'ETF S&P. Ça, c'est notre métier. C'est pour ça qu'on est rémunéré. Et par contre, les briques, les trackers, ce sont d'autres entreprises, c'est des fonds d'investissement. Et les noms que vous connaissez, le plus gros en France, c'est Amundi, qui a racheté Lyxor en début d'année. Donc maintenant, c'est qu'une boîte. BlackRock, c'est le plus gros au monde, etc., etc. Et en fait, nous, Nalo, on utilise ces briques-là. En fait, pour nous, les ETF, ce sont des briques avec lesquelles on compose et on va créer. Et c'est en effet... et tu peux... Enfin, surtout la question de Nalo aussi pour reboucler, parce que je pense que Maëva, derrière ta sous-question... En fait, sur Nalo, par exemple, tu vois, on te donne ton portefeuille et on te dit, dans ton projet, acheter une voiture électrique dans 2 ans, voici tous les ETF. Après, tu peux ouvrir la boîte ETF, voir toutes les entreprises, et on fait ça par projet. Et ce qui est drôle, c'est que alors moi j'ai branché mon Finari sur Nalo pour ceux qui ont suivi, qui ont écouté un peu le. Et en fait, je reçois des notifs qui me disent, on en parlait avec Ophélie la semaine dernière, mais je sais pas si qui me disent que j'ai reçu un dividende
sur une action. Je reçois un truc, t'as reçu un dividende sur une action, mais j'ai pas cette action, tu vois. Et en fait, je vois que c'est calculé sur un de vos fonds, donc dans l'ETF. Nous, quand on réinvestit, on prend que des ETF qui réinvestissent les dividendes, justement pour. Vous avez d'autres questions, peut-être? Ouais. À contrario, à travers Nalo, on ne peut pas choisir ces ETF. Non, on est vraiment. À contrario, on peut pas choisir les ETF. On revient sur les biais comportementaux où il est prouvé clairement qu'il y a une étude de juillet de Morningstar qui démontre que la gestion libre, les gens font moins de 2% par an. Oui, c'est un choix stratégique. Après, c'est parce qu'au-delà du projet, et j'aime beaucoup la philosophie Nalo là-dessus, souvent, le fait d'investir pour atteindre un projet, un objectif, c'est très bien, c'est d'être discipliné. Ouais. Dans ma philosophie de vie, par exemple, j'aimerais aussi investir sur des ETF qui représentent des entreprises qui sont dans les développement durable, dans la santé, qui sont dirigées par des femmes. C'est ce qu'on dit à nos clients. On peut tout à fait. En fait, là, le gros bloc, c'est confier son argent à un gestionnaire justement pour s'enlever ces biais-là. Et si on veut faire la gestion active, moi, j'en fais aussi et je me dis, je vais perdre des sous. J'en fais, moi, chez Trade Republic. Par exemple, j'ai un compte Trade Republic où j'achète, je vends, je choisis mes ETF, mais je me dis clairement là, je pense que j'aurai plus de thunes ou alors je pense en fait je vais pas battre le marché. Je me dis juste, je fais joujou. Quoi. Et là, tu peux aller chez des brokers. Trade Republic, c'est le plus gros en Allemagne et qui devient très gros en France, mais tu as des acteurs, même les banques en ligne, les Boursorama, etc., oui, qui font ça. eToro pour citer un de mes sponsors. T'en as plein. C'est vrai qu'ils sont sponsors. Mais ça a été un choix stratégique de Nalo de ne pas laisser cette opportunité parce qu'on a construit Nalo avec justement ce prisme suppression des biais comportementaux. Mais on dit à nos clients, si vous voulez faire justement un peu de prospective et un peu joujou sur les marchés, ouvrez un PEA, etc. Mais c'est pas l'objectif si on reprend S&P 500. Ouais. Voilà, la projection S&P 500 sur les tests, je sais pas depuis combien d'années ça existe, mais je vais dire ça fait 40 ans, je crois. 45 années. Et de toute façon, c'est croissant. Oui, exactement. Donc sur une vision d'investissement à long terme, c'est ça que je me dis, oui. Mais même ça est peut-être remis en question par certaines personnes qui disent, Thomas Friedberger récemment de Tikeo, qui dit en fait, il n'est pas exclu qu'on soit en train de changer de paradigme. Alors après, voilà, et qu'on aille plus sur un avenir lié à l'impact, à pas mal de choses où ça va être poussé. Donc ça ne veut pas dire que à la fois peut-être que les sociétés qui vont rentrer dans ces Standard & Poor's vont grossir parce que ce sont des sociétés qui sont liées à l'impact aussi. Donc c'est vrai qu'on en met chez Nalo. Chez Nalo, par exemple, on a un portefeuille les boîtes répondent aux critères ESG. Donc environnement, société et gouvernance. Mais dedans, on a un nombre non négligeable d'ETF, mais la personne ne peut pas choisir. Et en effet, si tu as envie de choisir un ETF, donc un tracker spécialisé sur la partie gouvernance des femmes, et que c'est vraiment ça, en effet, il vaut mieux aller choisir tout seul, mais essayer de se diversifier quand même, pas en acheter qu'un, etc. Une question, peut-être une dernière Ouais. Juste pour le déblocage du PER, ça intervient, on peut débloquer une fois qu'on est à la retraite la totalité ou c'est par palier Ça, c'est l'avantage de la loi Pacte. En fait, Fillon avait créé ça en 2003 et ça a été un flop parce que c'était une sortie en rente et sauf quelques cas en capital ou une toute petite partie en capital. Et là, maintenant, depuis 2019, tu peux sortir en rente, donc sortir quand tu à la retraite par mensualisation, ou en capital, tu récupères tous tes sous d'un coup, ou un mix des deux. Tu dis, je sais pas, à la fin j'ai 800 000 euros, je vais prendre 200 000 euros, puis 2 ans plus tard je reprends 5 ans, puis finalement 4 ans plus tard, en fait je veux une rente. Maintenant tu fais ce que tu veux. Et dans ces cas-là, le taux qui est appliqué, c'est le taux au moment où on sort, on sort l'argent, le taux de... Le taux de rente, c'est la fiscalité. Effectivement, c'est le taux à la retraite. Okay. Ouais, c'est le taux à la retraite. C'est le moment où on sort l'argent. Exactement. Alors ils ne prennent pas en compte la dernière année d'activité. Ça c'est un truc, c'est que tu sors à la retraite à 65 ans et que tu es en octobre, ils ne vont pas prendre en compte l'année 2052 pour toi. Et ils vont. Et donc si tu veux, ça c'est une astuce. Si tu veux prendre en compte cette année-là, il faut attendre le 1er janvier pour sortir, pour prendre en compte toute l'année fiscale, etc. Mais maintenant c'est. Tu prends un an de salaire et puis du coup ça ne change pas ton position. Effectivement. Du coup, cette dernière année-là, si tu passes à une tranche, si tu fais exprès de baisser ton salaire pour passer à une tranche
Ouais, ça va rentrer dans les 25 années. Alors, la question, c'est ces dernières années-là, si tu baisses le salaire exprès. Ouais. Voilà, vu que c'est les 25 meilleures années, l'État a bien pensé son truc. C'est dit, je pense qu'ils ont pris que des ingés dans une salle, ils ont réfléchissez-moi pour niquer le système, et ils ont créé le logiciel après. Et ça va peut-être pas être dans les 25 meilleures années, du coup, ça va pas rentrer dans. Tu parles aussi des freelances et du 6 derniers mois. Je me suis dit, je vais devenir freelance. Et en fait, non, j'ai dit une bêtise. Les fonctionnaires, je crois que les fonctionnaires, c'est les 6 derniers mois. Ok. Si je ne pas de bêtises. Il y a un truc 10 ans, 10 meilleures années, et les 6 mois, je sais pas si c'est pour tous les. Je crois que c'est les fonctionnaires de mémoire. On a peu de clients. Il y a moins d'espoir de gagner un jackpot les 6 derniers mois de fonctionnaires. Voilà, fonctionnaire, et tu fais jamais x10, tu vois. Oui, mais eux, ils sont malins parce que souvent, quand même, ils sont dans la même équipe, quoi. Donc, ils ont des augmentations la dernière année, ils savent que tu pars dans un an, il faut un petit bonus. Quoi. Et un truc dont on n'a pas parlé, mais lié à ta question sur la sortie, c'est vrai que le PER, l'avantage, alors vous pouvez regarder sur Info Retraite ou il y a plein de sites, si vous en avez de vos précédentes expériences, et le PER se transfère très bien. Donc vous pouvez justement ouvrir un PER et transférer tous vos anciens plans plus facilement que l'assurance vie. L'assurance vie, c'est possible en théorie et c'est très galère en pratique. Je propose qu'on... J'ai pas réussi à te faire assez intervenir. Ils ont tous trop parlé, hein, mais bon. Non, mais j'ai appris des trucs. Donc voilà, on boit un coup peut-être. J'ai vu qu'il y avait un mur d'escalade aussi pour les plus courageux là-bas. Et voilà, comme ça on pourra voir avec Johan si on peut vraiment se payer une retraite en Lego. Mais j'ai pas eu ma réponse toujours. Non, allez, pour finir, je sais pas, justement, t'as découvert des investissements dernièrement récemment un peu exotiques ou Non, là j'en ai pas dans mon petit sac, là, non. Non, désolé. Okay. J'ai regardé un peu tout ce qui était numismatique et tout ça là récemment. Mais les timbres. Les timbres, mais bon, pas très concluant pour l'instant. J'ai cherché un moment aussi. Il faut des très vieux timbres. Les cartes Pokémon. Un gros business de cartes Pokémon. Il y en a qui ont des bonnes surprises. Si tu as gardé la boîte intacte, les cartes intactes, etc. Mon fils a une carte Pokémon qui vaut 300 balles, mais elle est flinguée, donc je pense qu'elle vaut plus 300 balles. Elle vaut plus rien. Non, il y a plein de trucs. C'est un sujet, si on s'intéresse vraiment à la... En fait, on peut voir de l'investissement partout, quoi. Ouais. Je sais pas qui t'a demandé, je crois que c'est Léa Lejeune. Tu avais demandé Saint-Martin-Galles. Elle avait dit que c'était pas les frites, mais les... Elle allait dans les brocantes. Tu as raison, bien vu, bravo. Dans les brocantes. Donc finalement, voilà, si j'aime le mobilier, je peux me passionner pour l'investissement, pour les brocantes. Donc c'est un puits sans fond, quoi. Ouais, beaucoup de tout ça autour du savoir. Bon, je vous propose de bien vous abonner à Snowball. Donc voilà, mon budget bento, faites-le. Suivez-nous tous les 4-5 ajoutez-nous sur Insta ou sur LinkedIn aussi. Voilà, on poste régulièrement. Et puis merci d'être venus à tous. J'espère que ça vous a plu. Merci à Merci beaucoup. Merci.